Dans ce tuto Figma HTML, CSS, JavaScript complet, on va d'abord créer la landing page sur Figma en suivant toutes les meilleures pratiques et astuces pour aller plus vite et en faisant un prototype simple de notre maquette pour l'animer. Je vais te montrer comment trouver des logos et des icônes rapidement et comment organiser ton Figma proprement pour avoir quelque chose de maintenable et qualitatif. Ensuite, on va créer cette landing page en HTML, CSS pour la reproduire en code. On fera la version responsive, donc mobile, également. Ensuite, on va animer notre landing page en JavaScript pour ajouter de l'interactivité. C'est parti pour la réalisation de la maquette sur Figma. Une fois sur Figma, la première chose à faire, c'est de cliquer ici sur le petit plus Design File. Ça va nous permettre de créer donc notre fichier. Ensuite, ici en haut, on peut le renommer. Ici, je vais l'appeler Prime Prompts. C'est le nom de l'application qu'on va faire. Maintenant, juste là, je peux retrouver toutes mes pages. Pour l'instant, il n'y a qu'une seule page qui a été créée par défaut au moment où j'ai créé mon fichier, mais avec le petit plus ici, je peux en ajouter. Moi, ce que je vais déjà faire, c'est renommer cette page. Donc ici, elle s'appelle page 1. Je peux double-cliquer et je peux l'appeler site, tout simplement. Maintenant, on va commencer à créer notre maquette. Pour ça, c'est très simple. En haut à gauche, juste là, je peux sélectionner Frame. Ou alors, pour aller plus vite, tu peux directement utiliser la touche F de ton clavier pour sélectionner ce raccourci. Alors, tu vois que ici à droite, j'ai plein de frames qui apparaissent. Elles sont toutes classées par catégorie. J'ai phone, tablette, desktop, présentation, etc. Nous, on va choisir desktop ici, et on va choisir MacBook Pro 16 pouces. Alors sache que peu importe la frame que tu prends ici, le plus important de toute façon, c'est de prendre une grande frame pour imiter un grand écran, et de toute façon, on fera le responsive qui s'adaptera donc à toutes les tailles d'écran quand on codera. Donc là, c'est juste pour le design sur un grand écran, et donc on a choisi ici MacBook Pro 16 pouces parce que c'est assez large, donc on va pouvoir faire notre design tranquillement. Tu vois que quand j'ai posé ma frame, à gauche, j'ai ma frame qui est apparue ici sur ma page. Je peux la renommer ici avec CTRL-R ou alors je peux juste double-cliquer ici. Je vais l'appeler Landing Page. Et tu vois qu'à droite, j'ai plein de choses qui sont apparues. Alors, si tu es nouveau sur Figma, t'en fais pas. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va apprendre par la pratique. Donc tout doucement, tu vas comprendre l'intérêt de tout ce qu'il y a à droite. Alors, pour concevoir ma maquette facilement, je vais avoir besoin de 3 choses essentielles parmi d'autres. Je vais avoir besoin d'un logo, je vais avoir besoin d'icônes et je vais avoir besoin d'une police de caractère. Pour le logo, j'ai trouvé cette ressource, logoipsum.com. Donc tu as 100 logos gratuits ici. Et donc moi j'ai trouvé ce logo qui est sympa. Il suffit de cliquer dessus pour le copier. Je me rends sur ma maquette. Et puis ici, je le colle, juste là. Maintenant, je vais le renommer. Pour le renommer, je fais CTRL-R ou alors je double-clique juste là. Et j'écris donc logo, tout simplement. Maintenant, pour les icônes, je vais utiliser Remix Icon. Donc, ce sont des icônes open source. Il y en a presque 3000. Et j'aime beaucoup les icônes qu'ils font. Ils sont vraiment super stylés. Donc, on va utiliser ça. On va piocher là-dedans pour la maquette. Et pour la police de caractère, je vais utiliser Roboto parce qu'elle est simple, lisible et très utilisée. Et en plus de ça, tu peux l'avoir gratuitement sur Google Fonts. Donc, ici, il suffit de faire Get Fonts. Et puis ici, on clique sur Download. Alors, juste une chose, je te mets tout en description. Toutes les ressources que je te montre, je te les mets tous en description, comme ça tu as accès à tout directement. Maintenant, je veux ajouter un texte à côté de mon logo. Pour ça, c'est très simple. En haut à gauche, j'ai le T juste là pour ajouter un texte. Ou alors, je peux directement appuyer sur la touche T de mon clavier et j'active ce raccourci. Je vais cliquer quelque part à l'intérieur de ma frame, comme ceci, et maintenant je vais écrire Prime Prompts. C'est le nom de l'application. Je peux cliquer sur CTRL et molette avant pour zoomer sur mon texte, pour mieux le voir. Ici, je vais double-cliquer dessus pour tout sélectionner. Et tu vois qu'à droite, parmi tous les paramètres qu'il y a le paramètre texte. Celui-ci me permet donc de manipuler mon texte, le changer comme je veux. Le premier paramètre ici, c'est la police. On a dit qu'on allait choisir Roboto. Donc, j'écris ici Roboto. Ensuite, le deuxième paramètre, c'est le poids que je veux utiliser pour mon texte. Je vais ici choisir Medium. Et le troisième paramètre juste là, c'est la taille. Je vais mettre 22. Parfait, j'ai mon texte ici avec les bons paramètres. Maintenant, j'aimerais associer ce texte-là avec le logo. Mais comment est-ce que je fais ça proprement sur Figma? Eh bien, dans l'idéal, et là, écoute bien ce que je vais dire parce que c'est probablement le truc le plus important à comprendre et à connaître sur Figma pour pouvoir faire des maquettes qui sont bien faites. J'aimerais en fait rassembler ces deux-là dans un élément parent, et sur cet élément parent, j'aimerais pouvoir dire « Ah tes enfants, ils vont se comporter comme ceci ». En fait, ça reviendrait exactement à faire une div parente, si tu es développeur, tu fais une div parente entre ces deux divs enfants, et sur cette div parent, tu mets un display à flex. Et comment est-ce que tu fais ça sur Figma? Eh bien, tu sélectionnes tes deux éléments, et tu fais majuscule flottante A.
Et là, tu viens de créer ce qu'on appelle un bloc auto layout. Et à droite, tu as les paramètres ici pour modifier le comportement des enfants de ce bloc. Donc tu vois ici, je suis en train de dire qu'il y a une flex direction arrow. En gros, ils doivent se comporter en se mettant les uns à côté des autres. Mais je peux très bien dire, eh bien, ils vont se comporter en se mettant les uns en dessous des autres. Et là, ça reviendrait à dire flex direction colonne. Alors, je peux très bien faire aussi un flex wrap à wrap. Et là, si c'est trop petit, ils vont se mettre les uns en dessous des autres. Mais nous, ce qu'on veut, c'est de mettre un flex direction arrow. On veut qu'il soit centré. Et on veut aussi qu'il y ait un gap de 14 pixels entre les deux. Alors, quand j'ai fait ça, tu vois que ici et là, il y a un espace. J'ai pas envie qu'il y ait d'espace, donc je peux double-cliquer. Et là, ça les remet pile poil à la taille du bloc parent. Et maintenant, je peux contrôler également le padding à l'intérieur de ce bloc. Et pour ça, j'ai ici le padding à gauche et à droite que je peux augmenter ou mettre à 0. Et ici, le padding en haut et en bas que je peux augmenter ou mettre à 0 aussi. Et je peux même choisir d'augmenter que le padding en bas ou alors que le padding à droite. En cliquant ici, je peux vraiment choisir quel côté a un padding. Donc voilà, ici c'est comme si j'ai créé donc une div parente et que je lui ai mis un display à flex. Et si tu n'es pas développeur, retiens juste qu'en fait ici j'ai voulu créer un élément parent à ces deux éléments enfants, et on peut mieux le voir ici à gauche. J'ai mon élément parent à l'intérieur duquel il y a mes deux éléments enfants, et ce que j'ai voulu faire, c'est de pouvoir avoir un contrôle sur mes éléments ici, à partir de cet élément-là. Et c'est possible grâce à Auto Layout juste là. Donc là, je vais juste renommer ça en logo, et j'ai maintenant mon logo. Alors maintenant, je dois positionner mon logo sur ma frame. Mais comment je fais ça proprement? Eh bien, je vais sélectionner ma frame, et ici à droite, parmi les paramètres, il y a un paramètre Layout Grid. Ce paramètre va me permettre de créer une grille sur ma frame, et donc de mieux positionner mes éléments. Pour créer la grille, je clique tout simplement sur le petit plus. J'ai ma grille, alors habituellement on ne fonctionne pas avec des grilles mais plutôt avec des colonnes ou des lignes. Ici je vais mettre des colonnes, donc je clique ici sur cette icône et je mets colonne à la place de grille. Donc je vais mettre 12 colonnes, donc c'est pratique, comme ça on peut mettre les éléments soit 3 par 3, soit 4 par 4, soit 2 par 2. Dans le type, je vais mettre center, ça va centrer toutes mes colonnes, et je vais leur donner une largeur de 75 pixels. C'est intéressant parce que du coup la distance entre ici et là, c'est 1120 pixels. Et c'est donc une mesure classique pour les écrans. Maintenant que j'ai créé ma grille, je vais pouvoir positionner mon logo proprement sur cette grille. Et je veux qu'il commence du coup ici en haut à gauche. Alors, où est-ce que je vais le mettre exactement? Ça, je vais te montrer comment on va faire. Pour l'instant, on va créer l'autre côté de la navigation et ensuite on la positionnera parfaitement en haut. Donc c'est parti, ici la touche T pour activer le texte. Ici, je vais écrire connexion. Je vais juste sélectionner mon texte avec CTRL A ou alors je peux juste double-cliquer dessus. Et ici, je vais changer, je vais mettre Regular. Pour la taille du texte, je vais mettre 18. Maintenant, je vais pouvoir zoomer un petit peu ici et je vais utiliser la même astuce que je t'ai montré juste avant. Je vais tout simplement mettre ce morceau de texte dans un bloc auto layout. Comme ceci, Maj A. Et maintenant, il est bien dans un bloc auto layout. Alors, l'intérêt de faire ça pour un texte comme ça, c'est que plutôt que de poser un rectangle et ensuite d'essayer de mettre un texte à l'intérieur, et ensuite de les grouper ensemble, et après d'avoir un contrôle un peu complexe, où quand je vais agrandir ici mon rectangle, eh bien, mon texte ne s'adaptera pas forcément, eh bien, je préfère créer un bloc auto-layout comme ceci, et là, tu vois, si j'agrandis, eh bien, mon texte il sera centré à l'intérieur de ce bloc, et en plus de ça, ce bloc-là, eh bien, en plus de pouvoir manipuler ses enfants, eh bien, je vais pouvoir également lui donner une couleur de fond. Et donc, c'est comme si j'avais un bouton. Tu vois, si par exemple ici je lui donne une couleur de fond comme ceci, bah c'est comme si j'avais un bouton. En plus, je peux aussi lui donner des bordures. Donc, vraiment, utiliser le bloc auto layout, c'est bien plus pratique que d'utiliser un rectangle et de mettre à l'intérieur du texte. Parfait. Donc là, je vais juste revenir un peu en arrière pour avoir le résultat que j'avais créé juste avant. Et maintenant, je vais faire exactement la même chose, mais cette fois-ci pour le texte essayer prime prompts, comme ceci. Ce texte-là, je vais le mettre également dans un bloc auto layout. Et ici, je vais juste donner un fond noir ici à mon bloc. Et donc le texte, je vais le passer ici en blanc, comme ceci. Donc je l'ai double-cliqué pour le sélectionner. Et ici, parmi les paramètres, il y a le paramètre Fill qui me permet ici de changer sa couleur. Parfait. Alors ici, il faut que je lui donne également des bordures arrondies. Donc pour ça, parmi les paramètres tout en haut ici, tu as le paramètre pour les bordures. Je vais lui donner des bordures de 10 pixels, comme ceci. Et ensuite,
je vais également lui donner des plus grandes marges à droite et à gauche. Donc je vais mettre plutôt 15 pixels à droite et à gauche, comme ceci. Donc maintenant, ce que je veux faire, ça va être de regrouper ces deux éléments de la même manière qu'avant dans un bloc auto layout. Et pour les mêmes raisons. Comme ça, j'ai un meilleur contrôle dessus. Mais avant de faire ça, je vais juste les renommer ici. Ici, je vais appeler ça CTA button. Ça veut juste dire call to action. C'est-à-dire je pousse quelqu'un à cliquer sur ce bouton pour qu'il essaye le produit. Et ce bouton-là, je vais tout simplement l'appeler connection button. Et maintenant que je les ai renommés, je vais pouvoir les sélectionner tous les deux et puis faire majuscule flottante A pour créer un bloc auto layout. Et je vais l'appeler auth. Pourquoi? Parce que ça permet de s'authentifier. Et maintenant, sur ce nouveau bloc, je peux contrôler ces enfants, le bouton de connexion et le call to action. Et donc, je sélectionne bien ce bloc-là que je viens de créer et ici, je vais dire qu'ils sont séparés de 10 pixels. Et maintenant, je peux les positionner sur ma frame comme ceci. Maintenant, je peux associer ces deux ensemble dans un bloc auto layout. Donc tu vois, c'est toujours le même principe. Je sélectionne les deux comme ceci et maintenant, je fais majuscule flottante A. Ils sont dans le même bloc. Ici, je peux décider de mettre tout au centre. Comme ça, je suis sûr qu'ils sont toujours alignés au centre, peu importe la taille du bloc. Et ce bloc-là, je vais le renommer en nav, comme ceci. Et maintenant que j'ai fait ça, je vais créer un nouveau bloc auto layout au-dessus de ce bloc auto layout. Et ce bloc auto layout, je vais l'appeler header. Et le but, c'est que ce nouveau bloc auto layout, il prenne toute la largeur de la page. Hop, hop. Et c'est lui qui va contrôler ici la taille de mon header. Moi, je veux qu'il fasse en hauteur. Donc ici, le petit h qui apparaît à droite, je peux mettre 75 pixels, comme ceci. Et maintenant que j'ai fait ça, je peux centrer tous les éléments qu'il y a à l'intérieur au centre. Et tu vois, maintenant, j'ai bien ma nav qui est centrée, parfaitement placée par rapport aux colonnes que j'ai créées. Et j'ai ici un autre bloc qui contient cette nav-là et sur lequel je peux avoir un contrôle sur celle-ci. Et je peux également rajouter des bordures en bas sur la longueur du site. Et c'est ce que je vais faire maintenant. Donc quand je clique sur le header, ici, je peux scroller en bas et j'ai ici stroke. Donc je fais petit plus. Et maintenant, je peux choisir ici une bordure en bas. Je vais choisir une bordure de 2 pixels. Et ici, pour la couleur, je vais la laisser en noir, mais je vais juste changer l'opacité à 20%. Et là, je peux cliquer sur ma frame et masquer ici les colonnes. Et je vois que j'ai fait ma navbar. Alors parfait, ici je voulais juste te montrer que la nav, elle faisait bien 1120 pixels de largeur. Et maintenant, on va faire le footer. Pour le footer, on va créer donc 3 textes. 2024 Prime Prompts Labs. Je vais juste zoomer un peu, comme ça on voit mieux. Ensuite, j'ai un deuxième texte, mention légale. Et un troisième texte, politique de confidentialité. Donc j'utilise la touche T à chaque fois pour activer le texte. Et maintenant, je vais regrouper ces 3 textes dans un bloc auto layout, encore une fois. Donc je sélectionne les 3, majuscule flottante A, et ils sont dans un bloc auto layout. Je vais juste renommer ce bloc ici auto layout en mention. Ici, je vais venir mettre qu'ils sont tous au centre. Et ici, je vais les séparer juste de 24 pixels, comme ceci. Maintenant, je vais avoir besoin du logo et d'icônes. Pour le logo, je peux comme ça le sélectionner. CTRL-C, CTRL-V. Donc là, je l'ai collé à l'intérieur de la nav, ce qui fait que ça déforme ma nav. Je vais juste le sortir, comme ceci. Et maintenant, je vais le ramener ici. Et je vais aller chercher mes icônes. Pour les icônes, on a dit qu'on allait utiliser Remix Icon. Donc c'est parti. Ici, j'ai besoin de Twitter, donc j'écris Twitter. Ici, je clique dessus et je copie en SVG, comme ceci. Et je colle ici mon logo. Et je fais la même chose pour le reste. Donc c'est parti. Instagram. Copier, coller. C'est parti, on reprend. Je vais faire LinkedIn, Facebook et YouTube et on se retrouve. Voilà qui est fait, donc je t'invite à faire la même chose de ton côté. Donc tu vois, j'ai juste écrit à chaque fois et j'ai cliqué dessus et j'ai copié en SVG et j'ai recollé sur ma frame. Et maintenant, pour chacun de mes logos ici, je vais renommer à chaque fois la frame dans laquelle il est pour avoir les bons noms. Donc ici, Twitter, ensuite Instagram, etc. Donc là, on se retrouve quand j'aurai fini de renommer. Fais la même chose de ton côté. Voilà qui est fait. Et maintenant, je vais vouloir regrouper tous ces éléments dans un bloc auto layout. C'est toujours la même chose. Donc c'est parti, je sélectionne le tout et je fais majuscule flottante A. Parfait. Ils sont tous dans mon bloc auto layout et maintenant je vais juste renommer ici la frame en socials, comme ceci. Donc ici, j'ai un bloc auto layout dans lequel il y a mes éléments
donc je vais pouvoir les contrôler à partir de ce bloc, juste là. Ici, j'ai mes mentions dans un même bloc, pareil, je vais pouvoir les contrôler à partir de ce bloc-là. Et j'ai mon logo ici, qui est dans un bloc également, avec un logo ici et le texte. Parfait, et je peux contrôler tout ça ici. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est que le logo et ce bloc-là, donc le bloc qui est là et le bloc qui est là, je veux les rejoindre ensemble dans un bloc auto layout. Même principe. Donc je sélectionne les deux comme ceci, et je fais majuscule flottante A. Et maintenant, j'ai mon bloc auto layout que je vais appeler ici footer right, puisque ce sera à droite de mon footer. Ici, je vais juste m'assurer de les centrer au milieu, même si ça ne change rien visuellement, mais si le bloc grandit, on verra qu'ils sont toujours au milieu. Parfait. Maintenant, je veux créer un bloc auto layout avec ce composant-là et ce composant-là. Donc je dézoome un petit peu, je vais remettre ma grille avant, comme ça je vais pouvoir les positionner proprement sur la grille. Donc ici, je veux que celui-ci il soit parfaitement ici aligné avec la colonne de gauche et celui-ci avec la colonne de droite, la dernière colonne de droite. Et maintenant, je peux sélectionner les deux et les mettre dans un bloc auto layout. Je vais évidemment les centrer ici, comme ceci. Et maintenant, je vais créer un autre bloc auto layout, mais avant ça, je vais juste renommer celui-ci en footer container. Et même principe que ce que j'ai fait avec le header ici et la nav, je vais créer un autre bloc auto layout autour de ce bloc que je vais appeler footer et je vais lui faire prendre toute la largeur, comme ceci. Hop et hop. Et je veux qu'il fasse 150 pixels. Donc ici dans H, je lui mets 150 pixels, comme ceci. Je vais bien le positionner tout en bas de la page. Et maintenant, je vais pouvoir tout centrer au milieu, comme j'ai fait avec la nav. Parfait. Maintenant, je vais pouvoir lui donner un fond. Donc ici, je vais lui donner un fond noir. On va plus voir ce qu'il y a à l'intérieur, donc il va falloir que je change les couleurs des textes. Donc ici, je sélectionne d'abord les mentions, je prends les trois textes qu'il y a à l'intérieur et je change leur couleur en blanc. Et je sélectionne maintenant ici le logo. Je vais prendre le texte, je vais mettre en blanc. Et pour finir, je vais sélectionner ici les 5 logos qu'il y a à l'intérieur de mes réseaux sociaux et je vais changer la couleur en blanc. Et voilà. Maintenant, on va faire la partie principale de la page. Juste avant, ici, j'ai remarqué que dans mes mentions, je n'utilise pas la bonne police. Donc, je vais sélectionner mes trois textes et je vais changer ici la police. Je vais mettre Roboto. Et ici, juste, je vais changer la taille à 18 pixels. Donc, ici, ça va décaler un petit peu ma nav, mais c'est pas très grave. Il suffit tout simplement de rediminuer ici l'espace qu'il y a entre les éléments pour que ça fit ici les colonnes. Dans la partie main, je veux un grand texte ici. Donc, c'est parti. Organisez vos prompts IA. Et là, je saute une ligne rapidement, efficacement. Donc là, j'ai besoin de changer ici les propriétés de ce texte. Je vais le mettre à 42 pixels et je vais le mettre en bold, comme ceci. Parfait. Ensuite, je vais avoir besoin d'un sous-titre ici. Donc c'est parti. Ici, je vais mettre une application simple pour gérer et retrouver, je saute une ligne, facilement vos prompts IA, comme ceci. Et là, j'ai besoin également de changer les propriétés. Je vais le repasser à Regular. Et ici, je vais mettre 24, comme ceci. Et je vais centrer le texte avec un Align Center juste là, comme ceci. Et maintenant, avant d'ajouter ces deux-là dans un bloc auto layout, j'ai aussi besoin du bouton. Donc le bouton ici, je vais juste copier celui qui a déjà ici, le CTA button. Je vais le coller, je vais le sortir d'ici, je le mets juste là. Ici, je vais juste changer le fond en une autre couleur. Ici, je vais choisir cette couleur-là, ce bleu-là. Donc, j'ai ce bleu-là par défaut sur la page parce qu'en fait, il est à l'intérieur de mon logo ici. Donc, Figma l'a automatiquement détecté et l'a ajouté aux couleurs du document. Donc, c'est parti. Maintenant, je peux tout joindre dans un bloc auto layout. Je sélectionne le tout. Je fais majuscule flottante A. Et maintenant, je veux tout centrer à l'intérieur comme ceci. Et je veux un espace de 24 entre les éléments, comme ceci. Et maintenant, je clique dessus. Et ici, je veux l'aligner horizontalement au centre de la page, comme ceci. Parfait. Ici, je vais juste renommer mon bloc auto layout en héros. Et maintenant, on va s'occuper de créer les 3 blocs ici qui vont parler des features de notre application. Pour ça, je vais avoir besoin de 3 icônes sur Remix Icon. Une icône Add, que je vais retrouver juste là. Je la copie comme ceci et je la colle sur mon document. Une icône Sort, de tri. Donc je vais prendre celle-ci et je vais copier comme ceci et la coller sur mon document. Et enfin, une icône Command que je vais prendre juste là.
Hop, comme ceci. Parfait, j'ai mes 3 icônes. Et maintenant, je vais pouvoir ajouter le texte qui correspond à chaque fois pour chaque icône. C'est parti. Ici, j'ajoute le texte ajout de prompt. J'ai juste changé ici son style. Donc, je le passe en régular. Ici, je vais le mettre à 22 pixels. Alors, je vais plutôt le mettre en médium. Et juste en dessous de ce texte, je vais mettre une description. Donc, je vais mettre ajouter de nouveaux prompts à votre collection en quelques clics. Comme ceci. Et là, je vais le changer à 14 pixels et je vais le mettre en régular. Maintenant, ce que j'aimerais ici, c'est agrandir la taille de cette icône. Pour ça, je vais juste cliquer là pour qu'elle garde les mêmes proportions. Et ici, je vais pouvoir l'agrandir comme ceci. Je vais la mettre à 54, comme ceci. Et maintenant que j'ai cette icône ici, je vais pouvoir mettre les trois ensemble dans un bloc auto layout. Encore une fois. Donc je vais juste décaler un petit peu cette icône-là. Et maintenant que j'ai mon bloc auto layout, je vais pouvoir contrôler les éléments grâce à ces commandes ici. Donc c'est parti. Ici, je vais les séparer de 16 pixels. Ensuite, je vais bien les mettre comme ceci. Ici, j'ajoute une couleur de fond rouge. Je vais mettre un padding général de 20 pixels, donc à droite et à gauche et en haut et en bas, comme ceci. Je vais mettre des bordures de 10 pixels, arrondies. Et maintenant, je vais positionner mon élément ici sur 4 colonnes, comme ceci. Et je vais venir changer ici la couleur de mes éléments en blanc. Donc c'est parti, je sélectionne cet élément-là et cet élément-là, comme ceci. Et je vais changer la couleur en blanc. Et maintenant, j'ai plus qu'à faire exactement la même chose, mais pour les deux autres. Je vais juste renommer ça en feature, pour dire fonctionnalité, et ici en icône. Parfait. Et maintenant, je vais dupliquer ça, et je vais venir le mettre là, et je vais changer les couleurs, et les textes, et l'icône. Je t'invite à faire exactement la même chose de ton côté, ça te permettra de t'entraîner et de pratiquer avec l'outil. Voilà qui est fait. Ici, j'ai donc copié-collé cet élément-là. Je me suis assuré ici de bien les positionner par rapport aux colonnes. J'ai changé les icônes, j'ai changé leur taille également, 54 x 54, et j'ai changé les textes à chaque fois, et les couleurs de fond de mes frames. Et maintenant, ce que je voudrais, c'est d'assembler ces frames-là ensemble dans un bloc auto layout. Donc je les sélectionne, majuscule flottante A, et je renomme ce nouveau bloc en Features. Et maintenant, j'ai toutes mes features à l'intérieur de mon bloc Features. Et à partir de ce bloc-là, je peux les contrôler comme ceci. Donc là, j'en ai pas besoin puisque je les ai déjà bien positionnés par rapport à la grille. Par contre, je vais m'assurer qu'ils sont bien au centre ici. Comme ça, si j'agrandis ce bloc-là, il reste au centre. Parfait. Et maintenant, je vais rassembler ces deux blocs dans un bloc auto layout avec majuscule flottante A. Je vais le renommer ici en main. Je vais lui donner la taille de la fin de la navbar au début du footer. Et je vais tout centrer au milieu, comme ceci. Et je vais augmenter un petit peu ici l'espace entre les éléments. Et voilà. Maintenant, je vais enlever ici la grille, comme ça on voit le résultat de la landing page. Tu as vu que plusieurs fois, j'ai dû copier-coller des éléments. Par exemple, ici, ce logo-là, j'ai dû le copier et le recoller pour le footer. Ou alors ce bouton-là, j'ai dû le copier et le coller ici. J'ai également dû copier-coller les cartes qui sont juste là. Le mieux, en fait, ce serait d'en faire des composants réutilisables que je pourrais facilement glisser-déposer sur mes maquettes. Et comme ça, j'ai une cohérence visuelle de toute mon application. Je peux plus facilement la maintenir en changeant juste des composants et ça va harmonieusement s'appliquer à tous mes composants. Et donc, j'ai une meilleure approche en faisant ça. En plus de ça, je vais pouvoir créer un prototype de ma maquette beaucoup plus facilement. Je m'explique. Ici, si par exemple, je veux faire en sorte que quand on passe la souris sur ce bouton-là, eh bien, le fond de ce bouton change de couleur. J'ai deux approches. Soit, si j'ai pas de composant, je dois dupliquer ici ma maquette, comme ceci. Ensuite, je dois venir changer ici la couleur de ce composant. On va dire par exemple que je vais mettre une opacité à 50%. Et maintenant, je dois aller en mode prototype ici en haut à droite. Je dois cliquer ici sur ce composant-là. Je dois glisser ici vers cette maquette-là. Et je dois dire que quand je passe ma souris ici, donc while hovering, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas naviguer à cette nouvelle page. Et tu ne vas pas le faire en instantané, tu vas le faire avec une animation intelligente. Et je vais laisser l'animation intelligente par défaut. Maintenant, si jamais je lance mon mode prototype, ici, tu vois que si je passe ma souris sur le bouton, eh bien, il change bien de couleur. En fait, en réalité, ce qui se passe, c'est que je change tout simplement de frame. Donc c'est comme ça qu'on crée des prototypes, mais ça, ce serait la version peu pratique. Je vais te montrer maintenant, si on avait des composants, comment c'est meilleur à gérer sur Figma.
Alors, je suis revenu en arrière avec CTRL Z, donc j'ai retiré la frame que j'avais doublée et j'ai enlevé ici l'animation que j'avais créée. Donc, fais la même chose. Et maintenant, je vais te montrer la deuxième approche. Donc ici, pour créer un composant, c'est super simple. Je clique ici sur mon bouton et je clique ici sur Create Component, en haut de la page. Et voilà, maintenant, c'est un composant. Maintenant, je vais créer une page spécifique dans laquelle je vais mettre mes composants. Je vais l'appeler composant. Et ici, je reviens sur ma page site. Ici, je fais un clic droit sur mon bouton et je vais dans Move to Page, composant. Et maintenant, j'ai déplacé ici mon bouton en tant que composant sur cette page. Maintenant, je dois remettre ce bouton à sa place. Pour faire simple, je peux cliquer juste là, en haut à gauche, et j'ai mes composants que je peux glisser comme ceci. Maintenant, je peux vraiment le remettre à sa place ici, en le déplaçant à l'intérieur, tout en bas. Il y a un raccourci pour ouvrir ici cet outil, c'est Shift-I. Ça me permet d'aller encore plus vite. Shift-I et puis je glisse mon bouton. Maintenant, pour faire la même animation que tout à l'heure, j'ai pas besoin de dupliquer ma frame, mais par contre, je vais avoir besoin de créer un variant à ce bouton. Pour faire ça, c'est super simple, je clique sur le bouton, et ici, j'ai un petit plus, Add Variant. Je clique dessus, et j'ai un deuxième bouton qui apparaît. Alors, c'est un variant, en fait, de mon bouton. J'ai le variant ici, et le variant ici. Je vais juste glisser celui-là au-dessus, parce qu'il est au-dessus visuellement, donc c'est plus simple de se repérer comme ça. Et maintenant, je t'explique très simplement ce qui s'est passé. Donc j'ai deux boutons maintenant, et pour pouvoir les différencier, eh bien, il y a une propriété dessus. Cette propriété, elle est créée par défaut quand j'ai créé le variant, et son nom par défaut, c'est property 1, donc propriété 1, et sa valeur par défaut, c'est default. Et quand on crée un variant, eh bien, c'est toujours la même propriété, mais maintenant, sa valeur, c'est variant 2. Et ces valeurs-là, on peut les changer comme on veut. Donc pour ça, c'est très simple, CTRL R ici, je vais changer juste le nom de la propriété, on va dire que ça sera l'état. On va dire qu'il y a l'état par défaut, et ici, CTRL R, pour changer, je vais mettre l'état à over, parce qu'on a passé la souris dessus. Et maintenant, j'ai plus qu'à modifier ce variant-là, je vais changer sa couleur de fond à 50%. Maintenant, j'ai bien l'état par défaut, ça c'est mon bouton quand il est normal, et ça c'est mon bouton quand il est en mode over, donc quand on passe la souris dessus. Maintenant que j'ai donné ces noms-là, j'aurais pu mettre absolument n'importe quoi, mais c'est moi qui ai voulu dire que ça c'est le bouton par défaut et ça c'est le bouton quand il est souligné. Et bien maintenant je dois animer ça pour mon prototype. Pour ça ici je passe en mode prototype. Ici je choisis le bouton, il y a un plus qui apparaît quand je passe ma souris dessus. Je le dirige vers le nouveau bouton et maintenant je fais mon animation ici. Je dis quand on passe la souris dessus, j'aimerais que tu l'animes intelligemment, comme ça il y a une petite animation et c'est pas instantané. Donc maintenant que c'est fait, eh bien, si je repasse sur ma maquette et que je lance le mode prototype, comme ici j'utilise bien un composant, c'était button, le composant, j'ai dit que quand on passait la souris dessus, il allait se transformer en cette variante-là de lui-même, eh bien, quand je vais passer la souris ici, eh bien, il va bel et bien changer de couleur. Et quand j'enlève la souris, il redevient normal. Donc, j'ai le même résultat que tout à l'heure, mais cette fois-ci, en beaucoup plus propre. Maintenant, tu vois ce bouton, il ressemble quand même énormément à ce bouton, si ce n'est que la couleur de fond est différente. Donc plutôt que de créer un composant de ce bouton-là, comme c'est le même, eh bien autant créer une variante et différencier ces deux-là avec une autre propriété. Parce que là j'ai une propriété état, donc ici qu'on peut voir à default et à over ici, mais pourquoi ne pas rajouter aussi une autre propriété, donc ici une propriété par exemple type, que je vais mettre par exemple en secondary, je vais faire la même chose en bas, et maintenant, je peux créer par exemple un autre bouton, ou une autre variante de ce bouton. Donc c'est parti, je crée la variante, je vais juste la déplacer ici à côté. Donc ça c'est vraiment pour des raisons visuelles que je fais ça. Et ce nouveau bouton, eh bien, je vais le différencier par le type. Je vais mettre primary. Et donc là, il est toujours dans l'état default, mais cette fois-ci, il est en type primary. Donc maintenant, je vais juste le changer ici. Je vais mettre la couleur noire, comme celui qu'il y a sur mon site. Et ici, je vais créer un variant de ce bouton. Je vais le positionner comme ceci. Et cette fois-ci ici, je vais dire que son état, il est à over. Et maintenant, je vais juste changer ici sa couleur de fond. Je vais mettre ça à 80%, comme ceci. Et maintenant, quand il est en over, eh bien, je veux qu'il ait ce fond-là. Et donc, tu vois qu'en fait, on peut créer autant de propriétés qu'on veut sur un composant. Le tout, c'est de différencier ses propriétés. Donc là, j'ai bien la propriété état à over et le type à primary, par exemple pour celui-ci. Ici, j'ai l'état à default et le type à primary. Ici, c'est le type secondary et l'état il est à default. Et ici,
j'ai oublié de changer, donc là, on va changer. L'état, il est à over, et le type, il est à secondary. Maintenant, si je reviens sur mon site, je vois que ici, dans la navbar, j'utilise pas un composant bouton. J'utilise celui que j'avais créé avant, dans une frame. Maintenant, moi, j'aimerais utiliser le composant bouton. Et pour faire ça, c'est très simple. Bah, je glisse un bouton, quelque part, et ensuite, ce bouton-là, je vais venir remplacer le bouton qu'il y a ici par ce bouton-là. Donc, je vais supprimer l'ancien, et maintenant, ce bouton-là, je peux venir cliquer dessus, et j'ai les propriétés de ce bouton, et je peux changer son type en primary. Et comme ça, je peux même modifier celui-là comme je veux. Je peux le mettre en type primaire, par exemple, ou je peux le repasser en type secondaire. Donc voilà l'intérêt en fait d'avoir des composants comme ça. Maintenant, je veux que dans mon prototype, quand on passe la souris sur ce bouton, eh bien, il passe à cet état-là. Et donc pour ça, je repasse en mode prototype. Tu vois que j'avais créé l'animation entre ce bouton et ce bouton, mais je ne l'ai pas fait entre ce bouton et ce bouton. Donc je vais le faire tout de suite. J'ai le petit plus qui apparaît, je le glisse vers celui-là. Je mets bien while hovering, et ici, je mets bien Smart Animate. Et maintenant, quand on passera la souris sur celui-ci, il se transformera en celui-ci. Donc c'est parti pour un petit test. J'ai toujours le résultat pour celui-là, et maintenant, j'ai le résultat pour celui-ci. Parfait. Maintenant, je vais te laisser avec un exercice simple. Ça peut paraître compliqué là et ça peut te faire peur parce qu'il y a beaucoup de choses à l'écran, mais c'est tellement facile. En fait, l'idée c'est que ici, tu vois ce que je t'ai montré avec la création des composants, et ben j'ai fait la même chose, mais avec par exemple le logo. Ici, tu vois, si je clique sur mon logo, tu vois que j'ai créé une propriété, je l'ai appelée couleur ici. J'ai donné ici comme valeur noir et blanc ici, et j'ai juste changé la couleur du texte entre les deux. Ensuite, ici pour les mentions, j'ai fait la même chose, mais cette fois-ci, j'ai créé ici deux variables. Je t'ai montré comment faire ça. Donc deux propriétés plutôt. Ici, tu vois que j'avais une propriété underline qui est soit à default, soit à none. Et ici, j'ai une autre propriété qui donne le type. Donc ici, on est soit sur ordinateur, soit sur mobile. Et ça m'a permis de créer ici la maquette, mais pour mobile cette fois. Et j'ai fait la même chose ici pour la nav. Tu vois que j'ai créé ici pour la nav, hop, un composant avec le type default ou alors mobile. Et donc ça, c'est le type default et ça, c'est le type mobile. Ce qui me permet après derrière, quand j'en glisse un ici, hop, de pouvoir très facilement ici sélectionner soit mobile, soit default. Et tu vois, après, je peux le glisser pour l'adapter à ma frame mobile. Donc, je t'invite en fait à faire cet exercice-là. Ça va te pousser à pratiquer concrètement Figma. Et puis, tu vas pouvoir créer des composants à partir de ce qu'on a déjà fait de la maquette. Et puis, de mieux factoriser en quelque sorte ton design. Voilà, alors évidemment, je te laisse un accès à ce Figma en description de la vidéo. Comme ça, tu vas pouvoir venir ici explorer les composants et voir si tu as bien réussi l'exercice. Et également explorer ici les maquettes pour voir si tu peux les reproduire de ton côté. Je vais traduire cette maquette en code HTML, CSS. La première chose à faire, c'est d'ouvrir VS Code. Et ici, je vais créer un dossier que je vais appeler Prime Prompts. Ensuite, je vais venir le glisser ici dans Visual Studio Code. Maintenant, dans les extensions de Visual Studio Code, assure-toi d'avoir l'extension Live Server. Donc ça va te permettre de lancer un serveur local de développement très facilement. Une fois installé, on va pouvoir commencer. Donc ici, on crée un nouveau fichier index.html. On va commencer par créer tout le HTML et ensuite on stylisera notre HTML grâce au CSS que plus tard. Comme ça, on se concentre vraiment sur une tâche à la fois. Comme j'ai déjà ma maquette, je sais exactement à quoi ressemble le résultat final. Donc ça va être beaucoup plus simple de faire d'abord tout le HTML et ensuite styliser en fonction de la partie du site. C'est parti. Donc ici, je fais le point d'exclamation pour créer ici le squelette HTML de base. Dans Title, je vais le changer en Prime Prompts. Ensuite, je vais lancer mon serveur local de développement grâce à ici le bouton Go Live. Voilà. Là, je me retrouve sur une page blanche et ici en haut, j'ai bien mon titre qui est apparu, Prime Prompts. Si je reviens sur ma maquette, ici, je vois que je vais avoir besoin du logo, je vais avoir besoin des icônes ici et là, donc je vais commencer par les mettre dans mon code. Donc ici, à la racine de mon projet, je vais créer un dossier que je vais appeler Assets. Et à l'intérieur de ce dossier, je vais venir placer toutes les icônes et le logo. Je vais te montrer comment le faire avec le logo et ce sera le même principe pour tout le reste. Donc si tu veux retrouver déjà tous les assets, je te les mets dans un GitHub en description. Sinon, tu peux venir sur la maquette qui sera également en description et tu peux sélectionner directement les icônes et le logo et faire la technique. Donc c'est très simple. Ici, je sélectionne le logo, clic droit, copie as SVG. Je vais dans mon code. Ici, dans Assets, je crée logo.svg et ensuite, je colle. Et maintenant, je peux utiliser logo.svg à l'intérieur de mon code.
Donc c'est parti, je vais remplir ici le dossier asset avec le reste des icônes. Voilà qui est fait. Ici, juste, j'ai créé un dossier social dans lequel j'ai rassemblé les icônes de mes réseaux sociaux. Comme ça, je les sépare du reste. Donc maintenant, c'est parti, on reprend dans notre code HTML. Donc, dans mon body, dans le corps de ma page, j'ai plusieurs divs. Ici, j'ai d'abord le header, ensuite j'ai une partie main, et ensuite j'ai le footer. Et dans le header, il y a une nav, dans laquelle il y a le logo avec le nom du logo, et ici, l'authentification avec un bouton connexion et un bouton essayer Prime Prompt. C'est parti, on va s'attaquer déjà à ce header. Donc ici, je crée une balise header, ensuite je crée une balise nav à l'intérieur. Donc ces balises-là, c'est comme si c'était des divs, des blocs. Mais sauf qu'il y a aussi des noms sémantiques pour les blocs, comme ça on sait se repérer plus facilement dans notre HTML, et comme ça les navigateurs savent mieux comprendre notre code et mieux donc le référencer. Donc rapidement, là si je reviens sur mon design, je vois que ici j'ai bien un header, c'est là en fait la division, donc le bloc qui est là, et à l'intérieur de ce bloc-là, j'ai un bloc nav. Donc c'est exactement ce que je reproduis dans mon code, le header, puis à l'intérieur le bloc nav. Et maintenant, dans le bloc nav, je vais avoir un bloc ici qui va contenir le logo et le texte, et un autre bloc ici qui va contenir le bouton de connexion et le bouton CTA ici. Donc c'est parti. Ici, je crée donc un bloc comme ceci, qui va contenir, on a dit, une image du logo. Donc ici, j'utilise la balise image, je mets donc assets logo.svg, et pour l'alternative, ici le texte alternatif, je vais mettre logo, et ici, juste en dessous, je vais mettre un titre H3 à l'intérieur duquel je vais écrire Prime Prompts, comme ceci. Donc là, j'ai fait en fait la première partie de la nav. Si je regarde mon design, j'ai fait cette div-là, à l'intérieur de laquelle j'ai mis ça et ça. Et maintenant, il m'en faut une autre à ce niveau-là, en dessous de cette div-là. Donc c'est parti, je vais dans mon code, en dessous de cette div-là, à l'intérieur de ma nav, je fais une autre div, et cette fois-ci, à l'intérieur, je fais un bouton, je vais mettre connexion, et je fais un autre bouton juste en dessous, et je vais mettre ici essayer Prime Prompts. Et maintenant, je vais aller regarder le résultat, et j'ai bien donc mon logo avec mon titre du logo, et ensuite j'ai le bouton connexion et le bouton essayer Prime Prompts. Par contre, c'est pas du tout encore stylisé, mais on fera ça une fois qu'on aura fini de faire notre HTML. Maintenant, passons au main. Donc le main, je vais avoir une div main, à l'intérieur de laquelle il y aura une div main container, à l'intérieur de laquelle il y aura une div hero et une div features, et ensuite il faudra faire, dans la div hero, je vais devoir mettre ces 3 éléments, et dans la div features, je vais devoir dupliquer un même élément 3 fois. Donc c'est parti, on fait les choses étape par étape, on commence par le main. Donc ici, juste en dessous de mon header, je peux le fermer ici, sur VS Code, comme ça j'y vois plus clair. Ici, je crée une balise main. Ensuite, je vais avoir une div main container, donc je crée une div à l'intérieur de la div main, comme ça. Et à l'intérieur, je vais avoir 2 divs différentes. Donc je crée directement mes 2 divs. Ici, dans la première, si je regarde, dans la première, j'ai un titre H1, un paragraphe et un bouton. Donc très bien, je crée ça tout de suite, un titre H1, dans lequel je vais avoir organisé vos prompts IA efficacement. Donc je vais copier-coller. Ici, juste, je clique sur ignorer, et ici, je vais juste remplacer ça par un saut de ligne. Donc la balise BR, comme ceci. Voilà. Ensuite, j'ai mon paragraphe. Donc je crée ma balise P et ici je copie-colle ceci, comme ceci. Ici je vais juste rajouter un saut de ligne parce qu'on voit qu'ici ça revient à la ligne. Donc c'est parti, BR, comme ceci. Et maintenant il me reste le bouton à la fin avec écrit essayer Prime Prompts, comme ceci. Parfait, si je regarde, j'ai bien mon titre H1, j'ai bien le paragraphe et j'ai bien le bouton. Maintenant il faut que je fasse ces quarts de là. Et après, je m'occupe du footer et ce sera fini pour le HTML. On a fini avec cette div-là. Donc, je vais aller la fermer dans le code, comme ça on y voit plus clair. Donc, celle-ci, comme ceci. Et maintenant, on va dans celle-là, donc Features. Et dans Features, je veux celle-là. Et je vais la dupliquer 3 fois. Alors, je ne vais pas la dupliquer tout de suite. Je vais d'abord remplir ici. Et ensuite, je pourrai dupliquer le tout 3 fois et changer ici l'icône à chaque fois et le texte. Donc, qu'est-ce qu'il faut à l'intérieur? Il faut une icône et 2 textes. Donc c'est parti. Ici, qu'est-ce que je fais? Je mets une image. La source, ce sera donc assets, et ici, ce sera la première, donc add. Et ici, je vais juste écrire en texte alternatif add. Et juste en dessous, je vais avoir besoin d'un titre H3, dans lequel je vais écrire ajout de prompt. Et juste en dessous, d'un paragraphe. Et là, pour aller plus vite,
vu que j'ai ma maquette, je peux copier ici ce qu'il y a à l'intérieur et coller ça à l'intérieur ici. Et je vais sauter une ligne là où il faut sauter une ligne, donc juste là, comme ceci. Et maintenant, je peux dupliquer cette div, comme prévu, 3 fois. Ici, je vais changer, je vais mettre sort, et ici, je vais écrire sort aussi. Et ici, donc là, c'est à chaque fois, c'est les assets que j'avais mis au début. Hein. Et ici, c'est manage, et donc je vais remplacer ça par manage, comme ceci. Et ici, il faut que je change le texte, donc c'est parti. Ici, ça va être classé par catégorie pour la deuxième. Ensuite, je copie ça, et je le colle juste là. Je fais le saut de ligne, juste ici. Et pour la fin, je copie ça, je remplace ici. Et je copie le dernier, et je le remplace juste là, avec le saut de ligne, comme ceci. Parfait. Donc là, si je regarde le résultat, j'ai bien à chaque fois donc les textes, et les icônes sont en blanc, donc on ne peut pas les voir. Donc je vais juste temporairement les changer en noir, comme ça on peut les voir. Donc ici, je vais avoir white, je peux changer ça en black. Pour manage, juste là, et pour sort, juste là. Donc ici, à chaque fois, tu vois, je fais Alt-Z pour mettre tout à l'écran. C'est comme ça que j'arrive à faire apparaître à chaque fois le fil que tu vois ici. Donc maintenant, tu vois, je vois mes icônes qui apparaissent. Parfait, il nous manque plus que le footer en HTML et après on commencera à styliser toute cette page. Donc ici, pour le footer, c'est très simple. Déjà, je vais fermer ici le main et ici, je vais regarder le footer. Donc c'est parti, dans le footer, on a une autre div container dans laquelle il y a une autre div et une autre div. Donc il y a 2 divs à l'intérieur. Et dans cette première div, il y a 3 textes. Et dans cette deuxième div, il y a d'abord une div qui contient le logo et l'image. Celle-là, on va pouvoir la dupliquer d'en haut. Et puis on a également une div avec tous les réseaux sociaux. Et elle contient donc toutes les images. Donc c'est parti, on y va étape par étape. On commence donc par la balise footer. Donc ici, je reviens dans mon index.html. Ici, je ferme le main pour me repérer plus facilement. Et ici, je crée ma balise footer à l'intérieur de laquelle je vais avoir une première div. Donc ça, c'est le footer container, juste là. Ensuite, à l'intérieur, j'ai 2 divs. Donc c'est parti. Une première div juste là et juste en dessous, je fais la deuxième, comme ceci. Ici, je vais les ouvrir toutes les deux. Dans la première, qu'est-ce que j'ai? On a dit 3 paragraphes. Donc c'est parti. Je crée mes 3 paragraphes à chaque fois. Dans le premier paragraphe, je vais avoir Esperluette copy 2024 Prime Prompts Labs. Et ensuite, dans les deux autres, je vais pouvoir juste copier-coller pour aller plus vite. Donc là, j'ai mention légale. Et ici, j'ai politique de confidentialité. Parfait. Maintenant, dans la deuxième div, on a dit que j'avais d'abord le logo. Donc celui-là, je vais aller le copier du header. Ici, j'avais une div avec le logo et le nom. Donc je vais la reprendre et je vais la remettre juste là. Donc là, je viens de faire. Et maintenant, il me reste celle-là. Donc c'est parti, une div, à l'intérieur de laquelle il y a des liens. Donc pour ça, j'utilise la balise A comme ceci. Ici, je vais mettre https://twitter.com pour le premier lien. Donc là, je suis en train de faire cette partie-là. Ici, je vais avoir besoin d'une image. Assets, socials, j'ai mis tout ça dans socials, donc Twitter. Et pour le texte alternatif, je mets Twitter, comme ceci. Ensuite, je vais pouvoir dupliquer cette balise plusieurs fois. Et ici, je vais remplacer donc tous les réseaux sociaux et toutes les images ici par les bons. C'est parti, je t'invite à faire la même chose de ton côté. Voilà qui est fait. On peut voir le résultat ici. Alors ici, on ne va pas pouvoir voir les icônes, mais on voit bien qu'elles sont apparues. Parce que quand je passe la souris dessus, j'ai bien le curseur pointer qui montre bien que je suis sur un lien. Et si je clique, ça va bien me ramener vers un des réseaux. Maintenant, on va attaquer le CSS. Donc on va commencer par le header, ici. Ensuite, on fera le footer et on terminera avec le main. Pour le CSS, je vais commencer par créer un dossier ici, CSS. C'est ici que je vais mettre toutes mes feuilles de style, donc tous mes fichiers CSS. Je vais créer un fichier style.css. Premier réflexe, ça va être de le coller à mon index.html. Donc pour ça, je vais tout en haut, dans la balise head, ici. En dessous, au-dessus du titre, ou peu importe, à l'intérieur en tout cas de la balise head, je vais mettre un link de .css. Ça va me permettre d'associer mon CSS à mon HTML. Juste ici, il faut que je mette le bon chemin. Donc ici, j'ai mis style.css. Il faut que je change ça en css/style.css.
Et tu vois, j'ai même eu l'autocomplétion, donc je suis sûr que c'est bien le bon. Et maintenant, je vais en profiter pour ajouter ici ma petite favicon. Tu vois, ici, on a un petit cercle par défaut. Moi, j'aimerais qu'il y ait le logo. Donc, comment est-ce que je fais ça? Eh bien, je mets une autre balise link, mais cette fois-ci, je fais 2 points favicon. Et donc, ça me crée ici ce snippet. Ici, je vais juste changer le image slash xicon par image slash svg plus xml. Et ici, le href, eh bien, je vais mettre assets logo.svg. Et maintenant, tu vois qu'il y a mon logo qui apparaît juste là. Maintenant, je me rends dans mon style.css ici et je vais sélectionner l'élément racine. Pour faire ça, je fais 2 points root et j'ouvre les accolades. En fait, ça me permet de sélectionner l'élément HTML. Et l'élément HTML, c'est l'élément racine de ma page. Il contient toutes les balises de ma page. Et donc, si je mets des variables à ce niveau-là, eh bien, je vais pouvoir les réutiliser pour n'importe quelle balise. Donc voilà l'intérêt de sélectionner ici l'élément racine et de créer ces variables CSS dessus. Maintenant, comment est-ce que je crée une variable? Eh bien, je fais -du6, je lui donne un nom. Par exemple, ici, je veux primary-du6 color. Ensuite, 2 points. Et maintenant, je mets la valeur de ma variable et je finis par un point virgule. Donc la valeur de ma variable ici, je veux que ce soit par exemple du noir. Alors, je pourrais mettre le code hexadécimal du noir, comme ceci. Mais sauf que moi, c'est pas ce que je veux. Je vais mettre plutôt 0,0,0 et point virgule. Pourquoi est-ce que je fais ça? Et pas le code en hexadécimal? Eh bien parce qu'en fait, ici, je vais pouvoir utiliser la fonction RGB en CSS, et cette fonction, elle prend justement les 3 valeurs RGB, comme ça. Et moi, je vais pouvoir du coup l'utiliser de cette manière. Donc je vais pouvoir lui donner comme ça les 3 valeurs, 0, 0, 0, et je vais pouvoir changer l'opacité, comme je veux, avec la dernière valeur, dans mon CSS. Alors que si je mets ici dièse 0, 0, 0, eh bien je ne peux pas changer l'opacité de cette couleur comme je veux. Donc voilà pourquoi est-ce que j'utilise 0, 0, 0 ici. Je vais faire maintenant la même chose, mais pour la couleur secondaire, secondary color. Ça, ce sera 255, 255, 255. Maintenant, je vais mettre les autres couleurs. Ici, j'ai une couleur bleue, donc je vais appeler ça blue color. Et ici, pour avoir la valeur RGB de ma couleur bleue, eh bien, je vais sur ma maquette, ici, et ici, je clique sur la couleur que je veux, donc c'est celle-là. Et maintenant, là, j'ai la valeur en hexadécimal, mais je clique et je peux ici chercher la valeur en RGB. Donc là, c'est 31, 132, 239. Donc 31, 132, 239. Voilà. Donc je vais faire la même chose pour les autres couleurs. Je t'invite à faire la même chose de ton côté et on se retrouve. Voilà, j'ai fait ici des variables pour mes couleurs et j'en ai profité aussi pour faire des variables pour la taille de mon titre ou de mon sous-titre, ou pour le poids de mon titre ou de mon sous-titre, ou du texte du corps de ma page. Maintenant, j'aimerais également ajouter une variable pour ma police de caractères, et donc j'aimerais aussi ajouter ma police de caractères. Comment est-ce que je fais ça? Eh bien, rendez-vous sur Google Fonts ici. Ici, je vais faire Roboto, parce que c'est la police que je veux. Et ici, je peux très facilement faire Get Font, et là, Get Embed Code. Et maintenant, j'ai directement la ligne à ajouter. Donc ici, je vais dans Import, et je peux copier ici l'import, et le coller tout en haut de mon style.css, comme ceci. Je fais Alt-Z pour revenir à la ligne, et maintenant, j'ai ma police dans mon document. Je peux créer une variable pour cette police, roboto. Je vais mettre donc, entre guillemets, roboto, virgule, 100-serif. Comme ceci. Parfait. Maintenant, j'ai besoin de faire le reste de mon CSS. Soit je le fais en entier dans ce fichier style.css, mais ce serait pas une bonne idée parce que, au fur et à mesure que mon CSS grossit, je vais avoir des tonnes de lignes là-dedans et je vais devoir scroller. Soit je lui donne un rôle, et c'est ce que je vais faire. Son rôle, ce sera de maintenir mes variables ici et de maintenir des imports. Donc ici, l'import d'une police, par exemple, ou l'import d'autres fichiers. Donc ici, c'est ce que je vais faire. Je vais import un autre fichier CSS, tout en haut, global.css, que je n'ai pas encore créé. Je vais le créer tout de suite, ici, global.css. Et l'idée, c'est que mon HTML, il reçoit ce fichier CSS, et ce fichier CSS, eh bien, j'importe d'autres fichiers CSS à l'intérieur. Donc ici, le code que je vais écrire dans global.css, c'est comme si je l'écrivais tout en haut de ce fichier, grâce à cet import. Mais maintenant, je l'écris dans un autre fichier, et donc ça me permet de les séparer, et de mieux m'y retrouver. Dans global.css, j'ai envie de mettre du CSS global, comme son nom l'indique. Donc ici, je vais sélectionner tous mes éléments, avec étoile, et je vais ouvrir les accolades. Je vais enlever toutes les marges, margin 0, et tous les paddings, padding 0. Ici, si je vais sur mon site, tu vois que tout s'est entassé. Si je retire ce code-là et que je regarde, il y a en fait des paddings et des marges par défaut. Et c'est le navigateur qui les met par défaut. Mais moi, je dis au navigateur, enlève ces marges et ces paddings parce que je veux pouvoir les contrôler tout seul quand je sélectionnerai mes éléments.
Maintenant, je vais ajouter ici font family et je vais utiliser ma variable, donc var entre parenthèses, c'est comme ça qu'on utilise une variable, et ici je vais utiliser celle-là. Donc je la copie et je la colle juste là. Et maintenant, mon texte, il passe en police roboto. Maintenant, si j'inspecte la page ici avec clic droit, inspecter, et ici je passe la souris sur HTML et body, qu'est-ce que je vois? Qu'ils ne font pas toute la hauteur de l'écran. Et moi, j'aimerais qu'ils prennent toute la hauteur. Donc pour ça, je vais venir les sélectionner, HTML et body, comme ça, et je vais dire que la hauteur, elle sera de 100%. Et maintenant, si je repasse la souris dessus, ils prennent bien toute la hauteur. HTML et body. Parfait. Maintenant, on va s'attaquer au style du header ici, avec la nav. Pour ça, je me rends ici sur VS Code. Ici, dans mon dossier CSS, je vais créer un autre dossier, section. Ça, c'est pour bien m'organiser. Dans section, je vais créer ici un fichier header.css. C'est ici que je vais mettre tout le code CSS qui permettra de styliser cette navigation et ce header. Et maintenant, dans style.css, je peux venir importer ici, import URL, et je vais importer section header.css. Et je pourrais faire la même chose pour main.css et pour footer.css plus tard. Pour pouvoir ici écrire dans header.css du code CSS qui va pouvoir modifier ici le header HTML, il faut que je retourne dans mon code HTML et que je donne des classes à mes éléments. Ça va me permettre de beaucoup mieux les sélectionner en CSS. Donc pour ça, eh bien, il me suffit de cliquer à l'intérieur d'une balise ici et de donner une classe. Ici, je vais lui donner la classe header. Ensuite, la nav, je vais lui donner une autre classe. Je vais lui donner la classe header-du-8-du-8 nav. Là, je vais t'expliquer cette syntaxe. Ça, c'est la syntaxe BEM. Donc BEM, c'est une syntaxe Block Element Modifier. Qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet de dire ici, je suis dans le bloc header et je suis dans l'élément nav. Donc si je continue sur cette logique-là, cette partie-là, eh bien ce sera nav, je suis dans le bloc nav, logo. C'est la partie logo. Et après ici, je peux donner une classe nav logo, et là c'est un modifier, puisque c'est une image, et donc c'est une variable. Ça peut être n'importe quelle image de logo en fait. Et donc ici, je vais mettre img, comme ça. Et maintenant, pour le H3, eh bien, même principe, nav, logo, et maintenant je vais écrire title. Donc tu vois, cette syntaxe, elle permet de mieux se retrouver. Quand je vais sélectionner ça, je sais que je suis dans la nav, dans le logo, et que je sélectionne le titre qu'il y a dans le logo de la nav. Ensuite, ici, la classe, on va mettre nav auth pour l'authentification. Ensuite, ici, ce sera nav auth-button. Et je peux lui donner une autre classe, nav auth-button-sign in pour connexion. Donc là, en fait, c'est un bouton, mais c'est aussi le bouton de connexion. Et donc j'utilise cette fois la syntaxe tiret pour dire que cet élément-là, c'est précisément un bouton qui va avoir ce style-là. Et je peux faire la même chose ici. Je mets nav auth button. En fait, ils ont un style commun tous les deux, c'est que ce sont des boutons dans la nav. Et maintenant, nav auth button. Et ils se différencient par ce nouveau style qu'on va mettre, parce qu'ils ne sont pas identiques. Quand on regarde la maquette, ça c'est un bouton qui a un fond transparent, et ça c'est un bouton qui a un fond noir. Et son texte est en blanc. Donc ils ont des propriétés qui sont similaires, mais par contre ils ont également des différences. Donc cette classe-là va permettre de porter leurs propriétés similaires, et cette classe-là va permettre de porter leurs différences. Voilà, on a fini de mettre des classes ici pour chaque élément du header, et maintenant on va aller dans header.css et on va pouvoir les sélectionner et les modifier en CSS. C'est parti, .header pour sélectionner le header. Le header ici, si je clique dessus sur ma maquette, qu'est-ce que je vois? Il a une hauteur de 75 pixels et il prend toute la largeur de l'écran. Donc je vais commencer par lui donner toute la largeur de l'écran, width 100%, et ensuite height 75 pixels. Ensuite, si je regarde ma maquette, il y a une bordure ici en bas de 2 pixels que j'avais rajouté avec une opacité de 20%. Donc c'est parfait, ça je vais pouvoir te montrer ce que j'entendais par l'utilisation du RGB. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je fais border bottom, je vais lui donner 2 pixels, elle sera solide, et pour la couleur, j'utilise bien RGB, je mets la variable var de primary color, c'est ma couleur noire, et maintenant je peux faire virgule, et là je fais 0,2 pour 20%. Et maintenant, si je vais sur mon site, je vois bien cette barre apparaître juste là. Maintenant, on va s'occuper de faire la nav. Donc la nav, elle est ici dans le header, et pour la sélectionner, ici dans mon code HTML, j'ai mis une classe header __nav. Donc ici, je fais .header
nav et j'ouvre des accolades pour écrire mes styles. Cette nav, elle va avoir une largeur de 100% parce que je veux qu'elle prenne tout l'écran sur les petits écrans. Par contre, je dois limiter sa taille maximale sur les grands écrans. Ici, sa taille maximale, c'est 1120 pixels. Donc je mets max width 1120 pixels, comme ceci. Donc là, si j'ouvre mon inspecteur ici, et que je regarde la nav, avec cet outil ici, je passe la souris sur la nav, et je vois bien qu'elle fait 1120 pixels maximum. Mais par contre, si l'écran il diminue, elle continue bel et bien de prendre toute la largeur. Je le vois avec le rectangle bleu. Maintenant, au niveau de ma nav ici, il faudrait que je lui dise comment est-ce que navlogo et navauth doivent se comporter. Par défaut, ils se comportent comme des blocs qui se superposent. Tu vois, quand je passe la souris sur navlogo, on voit le rectangle en bleu, et navauth, le rectangle en bleu juste en dessous. J'aimerais qu'ils soient les uns à côté des autres, et pour ça, il faudrait qu'au niveau de la nav, eh bien je dise tes enfants doivent se comporter en se mettant les uns à côté des autres. Comment je fais ça? Je mets un display à flex, comme ceci. Et maintenant, si je regarde, ils se mettent bien les uns à côté des autres. Maintenant, j'aimerais séparer ces deux éléments aux extrémités de ma nav, et pour ça, il faudrait que je fasse un justify content à space between. Je crée un espace entre les deux éléments. Et je vois bien cet espace ici. Maintenant, j'aimerais les aligner ici au centre horizontalement. Pour ça, je fais un align items à center. Maintenant, ils sont alignés horizontalement ici. Alors, cette séparation, elle se fait au sein de la nav. Mais n'oublie pas que la nav, elle fait 1120 pixels de largeur. Donc si j'agrandis ici, eh bien, à un moment, ici, il y a du vide. Et si je sélectionne ma nav, c'est parce que ma nav, elle fait 1120 pixels, et c'est le header, lui, qui fait toute la taille. Donc au niveau du header, je vais lui dire comment est-ce que la nav doit se comporter pour centrer tout ça. Donc c'est parti, je reviens dans le header, ici je vais faire un display à flex, comme ça j'ai un contrôle sur les éléments, et j'active ici Justify Content que je peux mettre à Center pour centrer les éléments, comme ceci, et ensuite je peux aussi faire un Align Items à Center. Et là, pas de changement visuel, mais ça me permet d'être sûr qu'ils sont toujours au centre, peu importe la hauteur du header. Ici, si je rediminue la taille de mon écran, je vois que à un moment ici, le bouton colle à droite et le logo colle à gauche. Pour éviter ça, je vais faire un padding sur la nav. Donc padding, je vais en faire un de 0 pixels en haut et en bas, mais par contre de 10 pixels à droite et à gauche. Et comme ça, je crée ce petit espace que je peux voir en vert ici et là. Maintenant, je vais sélectionner la div qui contient le logo, donc nav __ logo, et comme ça, je vais pouvoir lui dire comment se comporte l'image et le nom du logo qu'il y a à l'intérieur. Donc j'utilise le même principe. Ici, je fais .nav __ logo. Je fais un display à flex. Je vais mettre un gap. Donc le gap me permet de séparer les deux éléments de 14 pixels, comme ceci. Et je vais aligner les items au centre avec Align Items Center. Voilà, donc maintenant j'ai bien un petit gap ici de 14 pixels entre mes deux éléments. Et ils sont bien alignés au centre par rapport à leur div parente, horizontalement. Je sélectionne maintenant nav logo image et nav logo title pour les styliser un petit peu. Donc ici, nav logo img, je vais faire une taille à 100 pixels et je vais faire aussi une hauteur à auto. Ça va me permettre de garder les proportions de l'image. Et ici, nav logo title, je vais faire une font size, donc la taille de la police, je vais mettre var et je vais utiliser ici ma variable, donc celle-ci. Comme ceci. Et mon logo fait 100 pixels de largeur et la hauteur s'est adaptée automatiquement pour garder les proportions. On enchaîne avec navauth maintenant. Donc c'est parti, je sélectionne navauth. Alors même si mes boutons sont côte à côte, je vais quand même faire un display à flex, encore une fois pour activer les autres propriétés. Donc là ici je vais pouvoir contrôler l'espace en mettant 24 pixels entre les éléments. Donc là je sépare un peu plus mes boutons. Ensuite je vais sélectionner un bouton. Donc ici, ça c'est la classe button qui est commune aux deux. Je vais donc y mettre les propriétés communes à mes deux boutons. Donc un padding général de 10 pixels, une font size à var, et je vais prendre ici cette variable, donc body font size. Ensuite, un border à none, pas de bordure. Border radius, donc des bordures arrondies de 10 pixels. Donc ici, je me base vraiment sur ce qu'il y a sur ma maquette. Ici, j'ai bien 10 pixels pour les bordures arrondies. Voilà. Ensuite, je vais faire un cursor à pointer. Comme ça, quand je passe la souris dessus, le curseur se change en pointeur. Et je vais faire une transition sur tous les éléments de 300 millisecondes. Ça va me permettre, quand il y aura un changement sur l'élément, par exemple quand on va passer la souris dessus, eh bien,
il y aura une transition de 300 millisecondes avant que le changement se fasse. Si par exemple je change le background, eh bien il y aura une petite transition un peu stylée. Maintenant, je vais sélectionner chacun de ces éléments individuellement, et pour ça, je vais utiliser ici les classes individuelles que j'avais mis. Donc ici, c'est celle-ci, je la copie, je la colle, et ici, je peux changer donc le background. Par exemple, je vais le mettre à transparent. Et comme ça, j'enlève ce background ici. Je vais faire la même chose pour l'autre, donc je peux copier, coller. Ici, je change en sign up. Pour le background, on va utiliser RGB de var primary color. Et pour la couleur du texte, donc, on va utiliser RGB de var secondary color. Donc c'est du blanc. Et maintenant, si je regarde le résultat, j'ai bien mon bouton qui est en noir ici, donc exactement comme sur la maquette. Sur la maquette ici, j'ai plus de padding à droite et à gauche. Donc ici, j'avais mis un padding en haut et en bas à droite et à gauche, mais je vais l'agrandir pour celui-ci. Je vais mettre un padding le même en haut et en bas, mais par contre à droite et à gauche, je vais le changer à 20 pixels. Et maintenant, j'ai un plus grand espace ici et là. Parfait. Je veux maintenant que lorsque je passe ma souris sur les boutons ici, ils changent de couleur de fond. Et pour ça, je vais utiliser la pseudo-classe over. Donc je copie tout ce qu'il y a là, je le mets juste là, je mets 2 points over à la fin, et ici, je vais changer, par exemple, je vais mettre un gris foncé. Ou plutôt un gris clair. Et là, je vois que j'ai bien mon gris clair et je vois la petite transition. Et je vais faire la même chose pour celui-ci. Donc je copie tout ce qu'il y a là. Je change ici en over. J'ai juste besoin de changer le background color, donc je vire les deux autres. Et ici, je vais juste diminuer son opacité. Je vais la mettre à 0,8 par exemple. Et maintenant, j'ai bien le petit effet de l'opacité qui diminue quand je passe la souris dessus. On a fini notre header. Ici, si je réagrandis la page, je vais voir que c'est exactement comme sur ma maquette, juste là. Et maintenant, en fait, on va réappliquer le même principe pour main et footer. Donc je vais aller plus vite maintenant. Et en fait, il faut que j'aille dans mon HTML, que je donne des classes ici pour chacun de mes éléments, que je les sélectionne dans un fichier spécifique main.css, et je referai exactement la même chose pour le footer, avec ici un fichier footer.css. Et je t'invite d'ailleurs, maintenant que tu as vu comment j'ai fait pour le header, à faire pause sur la vidéo et à essayer toi-même d'implémenter la logique pour main et pour le footer, et d'utiliser ce que je t'ai appris en CSS ici pour reproduire la même chose pour le reste. Et tu es capable de le faire parce que j'ai vraiment fait le tour d'à peu près toutes les classes qu'on utilise le plus en CSS. Donc c'est parti, on continue. Ici, dans mon index.html, je vais aller dans main, je lui donne une classe main. Ensuite, le conteneur ici, je lui donne la classe main __ container. Ici, je lui donne la classe main __ hero. À l'intérieur, je vais avoir main __ hero title. Et celui-ci, classe main __ hero description. Ensuite, ici, je lui donne la classe main __ features. Et à chaque fois ici, je vais donner main __ feature sans S. Donc je vais le copier-coller pour les trois. Ici, ici et là. Ici, à chaque fois, je vais avoir aussi main feature --. Et là, je vais à chaque fois ajouter un modifier. Donc ici, add pour celle-ci. Celle-là, ça va être sort. Et celle-là, ça va être manage. Comme ceci. Ici, j'ai vu que j'ai oublié pour le bouton. Donc je vais mettre main hero button. Et ici, à chaque fois, je vais mettre main feature title. Et ensuite, la même chose ici, mais description. Description. Et je copie ça à chaque fois pour les autres. Donc ici, ici, description. Et même chose ici et ici, description. Il me reste juste l'icône. Donc ici, l'image à chaque fois, je mets main feature icon, comme ceci. Et je le copie-colle pour les deux autres. Ici et là. Parfait. J'ai fini de mettre mes classes pour le main et maintenant je dois créer le fichier main.css. J'oublie pas de l'ajouter dans mon style.css, ici. Donc je copie celle-là et je mets ici main.css. Et maintenant, j'écris mon CSS relatif au main juste là. Ici, si je regarde ma maquette, je vois que main, il prend toute la largeur ici, et puis ces éléments, ils sont au centre. Donc par défaut, la div, elle prend déjà toute la largeur de la page. Donc je vais la sélectionner, et je vais dire que ces enfants,
ils sont en display flex. Et je vais les justifier au centre, comme ceci. Maintenant, main container, je vais lui mettre une largeur de 100% et je vais limiter sa largeur maximale, comme j'ai fait avec la nav, avec un max width de 1120 pixels. Même valeur. Ensuite, je vais faire un display à flex, comme ça, les éléments à l'intérieur de tout ce conteneur ici, eh bien, ils sont en flex. Je vais changer leur direction, tu vois, je vais les mettre en colonne. Donc flex direction, je le mets à colonne. Ensuite, je vais les aligner au centre et je vais les séparer, mais cette fois-ci avec un space around. Comme ça va faire un espace là et un espace là. Donc c'est pas un space between, ça repousse pas ça tout en haut et ça tout en bas, ça crée un espace vide avant et après l'élément à chaque fois. Donc je peux regarder ici le résultat sur ma maquette. Ici je vois que c'est collé avec la nav, donc je vais faire un padding en haut. Je vais séparer en haut et en bas de 20 pixels et à droite et à gauche de 10 pixels. Donc 10 pixels comme avec la nav. Comme ça ici, il y a la séparation en haut. Et si jamais je passe en inspecter et que j'écrase la page, il y a un moment où quand ce sera trop collé, je vois qu'il y a toujours ce padding ici de 10 pixels. Parfait. Donc là, t'inquiète pas pour la nav, on fera le responsive dans la prochaine vidéo. Parfait, on continue. Je vais maintenant sélectionner l'aero section avec main hero. Ici, je vais faire un display à flex. Je vais faire un flex direction à colonne. Ensuite, je vais séparer les éléments de 24 pixels. Je vais les mettre au centre avec Align Item Center et Justify Content Center, comme ceci. Parfait. Donc ici, je manipule cette div-là. Maintenant, je sélectionne le titre avec Main Hero Title. Je vais lui mettre une font size à var et je vais aller chercher la var, donc la variable qui est juste là. Parfait. Et je vais faire une font weight avec ma variable également. Donc ici, var, et je sélectionne celle-ci. Ensuite, la description, je copie-colle ce que j'ai fait pour titre, mais je le change ici en description. Et ici, je vais utiliser plutôt ma variable subheadline, comme ceci. Parfait. Et maintenant, le bouton. Donc main hero button, comme ceci. Donc ici, je vais le styliser en mettant un padding à 10 pixels en haut et en bas et 15 pixels à droite et à gauche. Ensuite, je vais lui mettre une font size de var body font size, comme ceci. Ensuite, je vais faire un background color. Et ici, je vais utiliser RGB couleur bleue, donc blue color, comme ceci. Ensuite, je vais faire un color à RGB. Et là, je vais mettre le texte en blanc avec la couleur secondaire. Ensuite, je vais enlever les borders par défaut. Je vais mettre un arrondi aux bordures de 10 pixels. Et je vais faire une transition sur les couleurs, donc sur tout, de 300 millisecondes. Et le cursor, je veux qu'il soit à pointer quand on passe la souris dessus. Maintenant, si je regarde, j'ai mon titre qui a bien changé, mon sous-titre et le bouton. Parfait. Maintenant, au hover, je veux diminuer l'opacité de ce bleu, donc très simple. Je copie-colle ici, bouton, et je fais 2 points over. Et ici, je fais background color, et je fais var de blue color, mais par contre, je diminue son opacité à 80%. Et maintenant, quand je passe la souris dessus, j'ai bien cette diminution de l'opacité. Parfait. Maintenant, on va s'attaquer aux features. Donc ici, je sélectionne .main-features avec un S. Ici, je vais directement les mettre à display flex, comme ça ils se mettent les uns à côté des autres. Et plutôt que d'utiliser display flex, je vais plutôt faire display grid. Parce qu'en fait, ici, les features, il peut y en avoir plusieurs. Donc je vais faire une grille, et maintenant que j'ai fait cette grille, je vais dire qu'il y a 3 colonnes. Donc pour ça, j'utilise grid et template columns, et je dis que une colonne fera une fraction, une autre colonne une autre fraction, et la dernière une fraction. Et là, j'ai le même résultat que tout à l'heure, mais cette fois-ci, ils sont dans une grille. Donc si j'ajoute plusieurs features, eh bien, ils se mettront automatiquement en dessous dans une grille que je peux contrôler avec les espaces horizontaux et verticaux, donc avec le gap. Et ici, d'ailleurs, je vais créer un gap de 16 pixels entre mes éléments, avec gap 16 pixels, voilà. Et je vais donner une largeur ici de 100%, comme ceci. Comme ça, ils sont vraiment dans tout le conteneur ici. Parfait. Et voilà pour main features. Maintenant, je vais sélectionner ici les blocs main feature à chaque fois. Comme ça, je peux styliser les éléments qu'il y a à l'intérieur. Donc ici, je vais faire .main-feature. Et ici, je vais faire un display à flex. Donc tu vois que tous les éléments à l'intérieur se mettent automatiquement en ligne. Moi, je les veux en colonne. Donc je vais faire un flex direction à colonne, comme ceci.
Ensuite, je vais faire un padding général à l'intérieur de 20 pixels. Voilà. Donc ici, t'inquiète pas, on va contrôler après l'icône. Et ici, je veux séparer cette icône de ce texte et de ce texte, donc un gap. Et ici, je vais faire un gap de 20 pixels, comme ceci. Maintenant, je vais arrondir les bordures avec border radius 10 pixels. On va pas tout de suite le voir parce qu'il faut que je leur mette un fond, mais le fond, je vais le mettre avec le modifier spécifique. Donc ici, j'avais mis un modifier add, sort et manage. Donc je vais le faire juste après. Pour l'instant, je fais juste le style global de mes 3 features. Donc ici, je mets la couleur à RGB de var secondary color parce que je veux qu'il soit en blanc. Donc là, tout est passé en blanc, sauf les icônes. Tu te rappelles, les icônes, je les avais passées en noir. Donc on va les remettre en blanc. Donc dans Asset, ici, je vais changer le black à white. Et je vais faire ça pour manage et sort. Donc ça, c'était dans la première vidéo que j'avais fait ça pour qu'on puisse voir le résultat. Donc c'est parti, hop, et hop. Parfait. Je reviens dans mon CSS. Et maintenant, je vais modifier la taille des icônes. Je les sélectionne en faisant .main feature-icon. Et ici, je vais leur donner une width à 50 pixels. Et je vais mettre la taille à auto. Parfait. Donc là, on ne voit plus rien, parce que tout est en blanc. Mais on va tout de suite leur donner une couleur de fond. Donc pour ça, je vais les sélectionner en faisant .main feature-add pour la première. Je vais lui donner un background à var de red color et pas blue color. Ensuite, je vais faire la même chose pour sort et manage, mais sauf que je vais leur donner des couleurs différentes. Donc ici, sort, je vais lui donner le vert, comme ceci. Et enfin, manage, je vais lui donner le jaune, yellow, comme ceci. Et maintenant, on devrait voir le résultat. Parfait. Il ne me reste plus qu'à styliser le titre et la description. Pour ça, je fais main feature title. Ici, je vais mettre une font size à var subheadline. Et pour la description, je vais faire la même chose, mais avec body. Donc, main feature description, font size. Et ici, je mets var de body font size. Parfait. Et maintenant, j'ai changé ici les tailles de ces polices-là parfaitement. Par contre, tu vois qu'ici, tout est écrasé, tout est collé. Et ça, t'inquiète pas, on va revenir dessus à la fin. D'abord, on va faire le footer. Et ensuite, je t'expliquerai pourquoi est-ce que c'était écrasé et comment résoudre ce problème. Donc c'est parti pour le footer. Ici, je vais dans mon code, je crée dans section footer.css, je l'ajoute dans style.css, juste là. Je copie cette ligne et je mets footer.css. Et maintenant, il faut que j'aille dans mon HTML. Donc ici, dans HTML, je dois donner des classes à mes éléments du footer. Donc c'est parti. Je commence ici par le footer, je lui donne la classe footer. Ensuite, ça, ce sera le container, donc footer container. Ici, la première div, c'est footer, je vais appeler ça footer légal. À chaque fois, il y a des items à l'intérieur, donc footer légal item. Je vais copier-coller ça pour les deux autres, comme ceci. Et puis l'autre div ici, je vais l'appeler footer info, comme ceci. À l'intérieur, je vais avoir footer logo. Donc ici, il y a le logo. Donc je vais mettre footer logo image et footer logo title. Footer logo-img et footer logo-title. Donc voilà pour cette première div. Et pour la deuxième, je vais mettre footer social avec un S. Et ici, à chaque fois, je vais avoir footer social link et footer social icon. Donc, footer social-link et footer social-icon, comme ceci. Et je vais copier-coller ça pour les autres. Donc c'est parti, l'icône, je vais la mettre à chaque fois sur les images, ici, ici, et ici. Et j'ai oublié ici pour Twitter. Et le link, je le copie juste là et je le mets pour les balises A. Donc ici, ici, ici et ici. Parfait. Donc j'ai fini de mettre les classes pour mon footer et maintenant je vais styliser tout ça dans mon CSS, juste là. Donc ici mon footer, si je regarde ma maquette, il fait 150 pixels de hauteur. Donc je vais sélectionner le footer, je vais lui donner une largeur de 100% et je vais lui donner une hauteur de 150 pixels, comme ceci. Ensuite, je vais le mettre en display flex, comme ça je pourrai centrer l'élément qu'il y a à l'intérieur, donc footer container.
Je vais mettre un justify content du coup à center pour le centrer. Je vais lui donner une couleur de RGB var primary color, donc en noir, la couleur de fond. Et le background, en fait c'est le background qui est en noir, donc ici je mets bien primary color, et ici je change secondary color. Le texte à l'intérieur est en blanc. Donc si je regarde le résultat, j'ai bien le texte en blanc et le fond en noir. Et il fait bien 150 pixels de hauteur. Parfait, on continue. Ici, le footer container, je le sélectionne en faisant footer container comme ceci. Je vais lui donner une width à 100% et je vais limiter sa max width, comme les autres, à 1120 pixels. Ensuite, je le mets en display flex. Je sépare ces éléments avec un space between, parce que je veux que, ici, si je regarde ma maquette, je veux que celui-ci soit à gauche et celui-ci à droite, séparés entre eux, comme ceci. Donc ce que je viens de faire. Ici, je vais faire un display à flex pour pouvoir les mettre les uns à côté des autres. Il faut que je les centre au milieu de cette div de 150 pixels. Donc pour faire ça, je fais un align items à center, comme ceci, parfait. Et je vais faire un padding de 0 en haut et en bas et de 10 pixels à droite et à gauche, comme les autres. Parfait. Maintenant, je vais sélectionner footer légal, donc point footer légal. Je vais le mettre en display flex pour les mettre les uns à côté des autres et je vais faire un gap de 24 pixels. Parfait. Ensuite, je vais sélectionner ce côté-là cette fois-ci, donc footer info. Je vais mettre un display à flex également. Je vais mettre un flex direction à colonne. Je veux que cet élément-là soit au-dessus de cet élément-là. Et je vais les séparer avec un gap de 22 pixels. Parfait. Maintenant, je vais sélectionner le logo ici. Donc je fais footer logo. Donc ça, c'est la div qui contient à la fois le logo, donc l'image du logo et le texte. Et je vais faire du coup un display à flex pour les mettre les uns à côté des autres. Et je vais faire un align items à center pour les aligner au centre. Et je vais les séparer de 14 pixels avec un gap 14 pixels. Comme ceci. Parfait. Ensuite, je vais sélectionner l'image. Footer logo IMG. Je vais lui donner une largeur de 100 pixels et une hauteur à auto. Voilà, comme ça elle correspond parfaitement à celle-ci. Et maintenant, je vais sélectionner le texte, footer, logo, title. Et ici, je lui donne une font size à var de sub headline font size. Parfait. Il ne me reste plus qu'à faire cette div là. Donc c'est parti. Ici, je la sélectionne en faisant footer underscore underscore socials. Juste, j'ai remarqué que dans mon index.html, j'ai pas mis le underscore ici, donc je le rajoute. Ici, je vais faire un width à 100%, parce que je veux qu'elle prenne toute la largeur ici de sa div parente. Ensuite, je vais faire un display à flex, et je vais faire un justify content space between. Comme ça, je sépare tous les éléments à l'intérieur de cette div. Parfait. Ensuite, je vais sélectionner footer social link. Je vais mettre un display à flex. Je vais aligner les items au centre. Et je vais faire un gap de 10 pixels entre les éléments. Parfait. Maintenant, je sélectionne l'icône. Je vais lui donner une taille bien fixe. Footer socials icon. Ici, je vais mettre width 24 pixels et height 24 pixels. Je veux que ce soit un carré parfait. Donc là, ça n'a pas changé grand-chose, mais je préfère le mettre au cas où. On a enfin terminé pour le footer. Maintenant, il faudrait que je règle ce petit problème, et pour ça, je t'explique ce qu'on va faire. Ici, si je regarde mon HTML, je vois que dans mon body, il y a 3 divs. Donc pour régler ce problème-là, ce que je pourrais faire, c'est tout simplement de mettre mon body, donc dans global.css, en display flex. Et maintenant que je l'ai mis en display flex, je dois mettre un flex direction à colonne, pour les mettre les uns en dessous des autres, ces 3 divs qui sont là. Et maintenant que c'est fait, il n'y a rien qu'à changer encore visuellement, il me suffit tout simplement d'aller dans le main, et ici tout en haut, je vais dire ici au niveau de main, flex 1. Donc cette propriété va permettre de dire que tu vas prendre la taille restante entre les 75 pixels qui sont là et les 150 pixels qui sont là. Et voilà, maintenant on a fini la maquette. Dans cette partie bonus, on va voir comment rendre notre maquette Figma interactive grâce à JavaScript. Donc on va faire ce petit effet et on va également la rendre complètement responsive, comme ceci, avec un menu qu'on pourra également ouvrir comme ceci en JavaScript. C'est parti. Je vais commencer par la nav, ensuite on fera le main et enfin le footer. Pour ça, je vais passer en inspecter ici et je vais écraser la page. Donc ici, je vois que je vais avoir besoin d'une icône menu. Donc je commence par l'ajouter dans mon index.html. Ici, dans le header, puis la nav. Puis juste là, je fais une div avec comme classe nav underscore underscore
mobile-menu. Et à l'intérieur, je veux une image. Et cette image, elle va avoir comme source assets menu.svg et comme alternative menu. Maintenant, je vais avoir besoin de cette image. Pour ça, sur ma maquette, je vais aller chercher ici le menu. Donc c'est parti, je clique ici sur ma nav. Puis ici, je récupère le menu en faisant copy as svg. Et ici, à l'intérieur d'assets, je crée un fichier menu.svg. Et je colle le code, comme ceci. Maintenant, si je retourne sur mon site, j'ai bien le menu qui apparaît. Alors, moi ce que j'aimerais, c'est de le faire disparaître. Je veux qu'il apparaisse uniquement sur petit écran. Donc pour faire ça, je vais le sélectionner ici dans section header.css. Juste là, je fais .nav, mobile menu, et je fais un display anon. Comme ça, je le fais disparaître. Et je le ferai apparaître dans le responsive. Donc c'est parti. Ici, mon responsive, j'aimerais le mettre dans un fichier à part. Donc dans CSS, ici, je crée un fichier responsive.css. Et maintenant, dans style.css, je vais l'ajouter. Donc ici, je fais import URL responsive.css. Et j'oublie pas le point virgule. Maintenant, ici, qu'est-ce que je veux faire exactement? J'aimerais pouvoir lui dire de se comporter d'une certaine manière en fonction de la largeur de l'écran. La largeur de l'écran, je peux la voir bouger en temps réel juste là. Tu vois cette valeur qui change? Eh bien, c'est la largeur de l'écran. Moi, je vois que par exemple, quand on est à une largeur de 768, par exemple ici, j'aimerais bien lui donner un comportement différent. Donc comment est-ce que j'écris ça en responsive? Eh bien en fait, il faudrait que je lui dise que de cette largeur-là jusqu'à cette largeur-là, 768, tu vas te comporter de cette manière-là. Et au-delà de cette valeur-là, tu reprends ton comportement par défaut. Comment on écrit ça en responsive? Eh bien ici je fais média, je lui donne entre parenthèses cette valeur jusque laquelle il doit se comporter en disant max width 2 points et je lui donne la valeur 768 pixels. J'ouvre mes accolades et maintenant j'ai plus qu'à écrire mes classes. Donc ici par exemple nav logo image. Là je veux modifier l'image du logo. Je lui dis par exemple que tu feras une largeur de 75 pixels. Donc là ce que je dis concrètement c'est jusqu'à 768 pixels, tu fais une taille de 75 pixels. Et au-delà, tu reprends ton comportement par défaut qui est juste là, une largeur à 100 pixels. Donc comment est-ce que maintenant je peux vérifier ça? Eh bien je regarde. Quand je passe en dessous, on voit bien que le logo change de taille pour devenir à 75 pixels. Et quand je repasse au-dessus de la valeur, 768 pixels, il repasse à 100 pixels de largeur. Maintenant, j'ai plus qu'à rajouter le reste des comportements que je veux pour ma nav quand elle est en dessous de 768 pixels. Donc qu'est-ce que je veux d'autre? Je vais faire disparaître ici navauth. Donc je sélectionne navauth en faisant .navauth comme ceci. Et je veux un display anon. Et je sélectionne nav mobile menu. Et cette fois-ci, je lui mets un display à bloc. Et maintenant, quand je passe en dessous de 768 pixels, j'ai bien mon menu qui apparaît, puisque je lui ai mis un display à bloc, et l'auth qui disparaît, parce que je lui ai mis un display anon. Et ça va rester tant que je suis en dessous de 768 pixels. Et si je repasse au-dessus, eh bien, l'inverse se reproduit, puisqu'ils reprennent leur comportement par défaut. Il me reste une dernière chose à régler pour ma nav. Ici, quand je passe sur un petit écran, mais vraiment très petit, eh bien, la nav, enfin en tout cas le header, ne fait plus 75 pixels de hauteur. Il s'adapte au contenu. Et donc, je vais lui donner une hauteur minimale, ici, donc min height de 75 pixels. Et comme ça, il restera toujours à 75 pixels de hauteur, peu importe la taille de l'écran. Et on a fini avec la nav, et maintenant on attaque le main. Pour le main, j'aimerais changer le texte ici, parce qu'il y a trop de texte, et donc quand c'est petit, je trouve que ça va pas faire joli. Ici, j'ai fait dans ma maquette un texte beaucoup plus court. Pour le premier ici, je cache rapidement et efficacement. Pour pouvoir les cacher, je vais les mettre dans une span. Donc je retourne dans mon index.html, je vais dans mon main, et ici, pour le H1, rapidement et efficacement, je vais les mettre dans une span que je pourrais cacher en responsive, comme ceci. Et pour le texte ici, une application simple pour gérer et retrouver facilement vos prompts IA, je vais changer le texte, je vais juste écrire « Gérer et retrouver facilement vos prompts IA ». Et donc pour ça, je vais créer un autre paragraphe juste en dessous, dans lequel je vais mettre « Gérer et retrouver facilement vos prompts IA ». Et je vais juste sauter ici une ligne et ici une ligne. Et ce texte-là, je vais pouvoir le cacher de base et je vais pouvoir le faire apparaître en responsive et cacher l'autre. Voilà comment on va faire les choses. Je vais juste lui ajouter ici une classe, main, hero, description
mobile. Voilà. Et comme ça, je vais pouvoir le sélectionner directement ici dans mon main.css quelque part. Je vais le mettre en dessous de la description, ici. Et je vais mettre display anon par défaut. Maintenant, normalement, rien n'aura changé. Parfait. Et je le ferai apparaître en responsive. Donc c'est parti, on attaque le responsive pour cette partie-là. Ici, dans responsive.css, je vais vouloir lui donner ce comportement-là sur un écran qui fait moins de 768 pixels, comme pour la navbar. Donc pour ça, je peux écrire directement ici, mais moi je préfère refaire la même media query juste en dessous. Comme ça, je sépare ici le responsive de la nav, et je peux d'ailleurs mettre un commentaire ici pour dire que c'est le responsive de la nav, donc comme ceci. Et j'en mets un ici pour dire que c'est celui du main. Et j'en ferai un pour celui du footer. Comme ceci. Ici, la première chose que je veux faire, c'est de faire disparaître le rapidement efficacement. Pour ça, je le sélectionne en faisant .main-hero title span. Ici, je fais un display anon. Donc maintenant, ça disparaît et si je réagrandis l'écran, il réapparaît. Et maintenant, je veux faire disparaître celui-là et faire réapparaître l'autre. Donc ici, je vais faire main-hero description. Ça, je le fais disparaître avec un display none. Et main description mobile, donc main hero description mobile, celui-là, je lui mets un display à bloc. Donc là, maintenant, j'ai bien ce texte-là qui apparaît, et quand j'agrandis, c'est l'autre. Ici, il n'a pas le bon style, donc je vais retourner dans mon main.css, et ici, je copie mon main hero description mobile, et je vais l'ajouter ici avec la description. Comme ça, ils ont les mêmes styles, donc maintenant, j'ai bien un texte assez gros et bien centré. Parfait. Maintenant, deux dernières choses que j'aimerais changer pour ma section main. Ici, mes features, j'aimerais qu'ils soient les uns en dessous des autres sur une seule colonne. Et ici, quand je rétrécis trop, je vois que ici, ma section hero touche ma section features. Donc ça, c'est au niveau du conteneur que je dois rajouter un gap entre les éléments. Donc ici, je vais chercher mon main container, et ici, je rajoute un gap de 30 pixels, par exemple. Et là, j'ai séparé ces deux éléments. Et pour mettre cela sur une seule colonne, je retourne dans mon responsive. Ici, je sélectionne main features. Et ici, je mets grid template columns à 1 fr. Comme ça, je passe sur une seule fraction, donc une seule colonne. Et maintenant, j'ai bien tout sur une seule colonne. Et quand j'agrandis, il repasse sur 3 colonnes. Parfait. J'ai fini avec le main et on passe maintenant au footer. Ici, pour le footer, je vais utiliser une media query différente. Là, je pense que j'aimerais changer son comportement dès qu'il est en dessous de 1024 pixels. Donc ici, je copie ça. Je colle ça ici. Ici, je mets footer pour le commentaire. Et là, je change à 1024 pixels. Et maintenant, qu'est-ce que je veux faire ici? Alors déjà, j'aimerais que le footer il prenne une taille plus conséquente. Donc, je sélectionne le footer et je lui donne une hauteur de 300 pixels. Ensuite, j'aimerais que cet élément-là passe en dessous de cet élément-là. Donc comment est-ce que je fais ça? Ici, je sélectionne le conteneur et je change son flex direction. Là, il est à row, je vais le passer à colonne. Voilà. Ensuite, j'aimerais également qu'il y ait un gap entre les éléments de 50 pixels. Et j'aimerais qu'il y ait un padding, puisque là, les éléments sont collés en haut et en bas. J'aimerais rajouter un padding en haut et en bas de 20 pixels et garder le padding à droite et à gauche de 10 pixels. Voilà. Et maintenant, pour une taille de 768 pixels ou moins, je veux changer ce comportement encore une fois. Donc je vais superposer ici les trois et je vais diminuer la taille du logo. Donc c'est parti. Ici, je reprends ça. Je le mets juste là. Je change ça à 768 pixels. Et ici, je sélectionne déjà le logo. Logo, image. Je lui donne une largeur de 75 pixels. Voilà. Donc là, il fait bien 75 pixels quand je passe en dessous de 768 pixels. Et ici, je sélectionne footer légal et je lui donne un flex direction à colonne. Et je vais centrer également ces éléments. Align items center. Voilà. Alors, juste ici, j'aimerais bien que ce soit celui-ci qui soit tout en bas. Donc pour faire ça, eh bien, il me suffit de faire un colonne reverse. Et j'inverse en fait. Donc là, il passe tout en bas et lui, il passe tout en haut. Parfait. Donc là, j'ai fini avec le footer. J'ai bien un footer qui est responsive et j'ai bien tout mon site en responsive. Je peux ici tester avec le mode téléphone. Et maintenant, on attaque l'interactivité avec ici le menu. Et de manière générale, on va créer une petite animation au loading de la page avec JavaScript. C'est parti. Je commence par me rendre ici dans mon index.html. Et ici, dans mon header, je viens donner un ID à cette div. Comme ça, je pourrais la sélectionner plus simplement en JavaScript. Donc ici, je mets nav mobile menu.
Ensuite, juste là, je vais créer la div qui s'ouvrira lorsqu'on cliquera sur le menu. Donc pour ça, div, je vais lui donner comme classe mobile-menu, et je vais lui donner comme ID mobile menu, comme ceci. À l'intérieur, je vais créer un bouton, je vais lui donner comme classe mobile menu close, ce sera le bouton pour fermer le menu, et comme ID mobile menu close, comme ceci. À l'intérieur, je vais mettre une croix, donc je vais utiliser ici Esperluette Times, qui me permet de faire une croix comme ça. Et juste en dessous, je vais faire une nav, je vais lui donner comme classe mobile menu nav, et à l'intérieur, je vais copier ce qu'il y a à l'intérieur de ma nav auth juste là. Comme ceci. Voilà, maintenant je vais designer ça en CSS et je vais le faire apparaître grâce au JavaScript. Donc en fait, là, ce que j'essaie de reproduire, c'est ça, sur ma maquette. C'est exactement ça. Et donc, quand je cliquerai dessus, eh bien, il apparaîtra comme ceci, et il disparaîtra quand je le fermerai. Donc c'est parti pour faire le CSS de ça. Ici, je vais me rendre dans header.css, tout en bas, et je vais écrire mon CSS juste ici. Donc ici, .mobileMenu, je sélectionne la div que j'ai créée, je la mets en position fixed, ensuite je la mets tout en haut, je la sors de l'écran à droite de moins 100%, je lui donne une largeur de 100%, je lui donne une hauteur de 100%, puisque je veux qu'elle prenne tout l'écran, je lui mets un fond blanc, donc je peux utiliser ici RGB de var secondary color, je vais lui mettre un box shadow de moins 2 pixels, 0 pixels, 8 pixels, RGB de var primary color virgule, et je lui mets une opacité de 0,2, plutôt de 0,1. Je vais le mettre un z-index à 1000 pour être sûr qu'il sera au-dessus de tout. Et je vais mettre une transition sur la propriété right de 0,3 secondes, donc 300 millisecondes. Et je vais utiliser un is. Comme ça, on aura cette sensation de fluidité. Maintenant, je vais sélectionner la nav avec mobile menu nav. Je vais la mettre en display flex. Donc là, ce que je sélectionne, c'est le contenant de ces deux éléments. Donc j'ai besoin qu'il soit en display flex, en flex direction colon, ce qui sont les uns en dessous des autres. Je vais mettre un align items à center pour les centrer. Je vais mettre un gap entre les deux éléments de 20 pixels. Et je vais mettre un margin top de 60 pixels pour les séparer ici du haut. Ensuite, je vais designer ici maintenant mon petit bouton close. Donc je le sélectionne en faisant mobile menu underscore close. Je vais le mettre en position absolute. Je vais le mettre en top de 20 pixels, donc je le repousse du haut de 20 pixels. Je le repousse de la droite de 20 pixels. Donc ici, je le pousse du haut et de la droite de 20 pixels pour qu'il se situe à peu près là. J'enlève le fond, puisque c'était un bouton à la base, donc il faut que j'enlève le fond, parce qu'il y en a un par défaut. J'enlève également les bordures qui sont là par défaut. J'agrandis le bouton à 30 pixels, et je mets un curseur à pointer. Comme ça, on sait qu'on peut cliquer dessus. Et je vais créer un petit modifier que j'utiliserai dans mon JavaScript, mobile menu, open. Et ça va mettre le right à 0. Donc c'est ça que je vais utiliser pour faire apparaître l'élément. À la base, il est en dehors de l'écran, et quand je mettrai cet élément-là à un right à 0, il y aura la transition sur right de 300 millisecondes. Parfait. Plus qu'à faire mon JavaScript, donc ici à la racine de mon projet, je crée un dossier JS. À l'intérieur, je crée un fichier main.js. Je vais aller directement l'associer à mon HTML. Donc ici, avant la fermeture de la balise body, juste là, j'ajoute un script avec comme source js/main.js. Et maintenant, je vais écrire mon JavaScript. Donc ici, je vais créer une fonction handle mobile menu. Donc const handle mobile menu. Je fais une fonction fléchée. J'oublie pas de l'appeler ici pour qu'elle puisse être déclenchée par mon navigateur. Ici, qu'est-ce que je veux faire? Je veux sélectionner cet élément-là, nav mobile menu. Au clic dessus, je veux faire apparaître cet élément-là. Et dessus, je vais mettre des classes. Et au clic sur le bouton ici, je vais fermer cet élément-là. Donc c'est parti. Je dois d'abord les récupérer tous les trois. Donc nav mobile menu, ça va être document.getElementById et je vais sélectionner nav mobile menu. Et je fais la même chose avec les deux autres. Donc ici, j'ai mobile menu et j'avais mis mobile menu comme ID. Et ici, j'ai mobile menu close et pareil ici pour l'ID. Donc là, j'ai sélectionné mes trois éléments dans le DOM. Et maintenant, je fais const open menu. Ça va être une fonction qui va tout simplement faire un mobile menu
.classList.add et ça va ajouter la classe qu'on avait fait tout à l'heure. Donc cette classe-là. En fait, elle va permettre de déplacer le menu sur un write à 0. Donc c'est parti, j'ajoute cette classe mobile menu-open. Maintenant, je vais également créer close menu. Close menu, ça va faire quoi? Bah, ça va tout simplement retirer, donc même chose qu'en haut, mais ça va retirer mobile menu open, comme ceci. Et maintenant, j'ai plus qu'à faire nav mobile menu, je sélectionne mon élément menu, donc celui-ci, sur lequel l'utilisateur clique. Je vais faire quoi? Je vais faire un add event listener pour écouter le clic de l'utilisateur. Et je vais faire quoi? Je vais appeler tout simplement la fonction open menu. Donc la fonction open menu va rajouter sur le mobile menu ici, open. Et maintenant, sur mobile menu close, je vais également écouter le clic avec add event listener. Mais cette fois, j'appelle close menu. Et maintenant, normalement, si je clique sur mon menu, il va bel et bien s'ouvrir. Et si je reclique ici, il se ferme avec une petite transition. Parfait. Maintenant, pour finir, je vais animer le contenu principal. Donc ici, je vais faire disparaître tous ces éléments en mettant leur opacité à 0 et je vais la faire réapparaître progressivement au loading de la page avec JavaScript. Donc c'est parti, ici je vais dans main.css et ici, je vais commencer par déplacer main feature avec un transform, translate y, donc sur l'axe vertical de 20 pixels. Et là, ça va me permettre de les descendre un petit peu. Après, je vais pouvoir les remonter à leur place initiale en JavaScript, tout en faisant une transition dessus. Ça va donner un effet stylé, tu verras. Et maintenant, je vais sélectionner tous mes éléments. Donc ici, je vais le faire tout en haut. En dessous de main hero, je vais sélectionner main hero title, main hero description, main hero description mobile, main hero button et main feature. Et je vais tout mettre à une opacité de 0. Et je vais faire une transition sur l'opacité de 0,6 secondes en ease in out et sur la propriété transform, pareil de 0,6 secondes en ease out cette fois. Voilà. Donc là, tu vois, je vais tout faire disparaître de la page et je vais faire réapparaître ça en JavaScript. Pour faire ça, je vais créer une fonction dans mon main.js juste là. Donc ici, je vais l'appeler const animate main content. Donc pareil, fonction fléchée, que je n'oublie pas d'appeler juste là. Je vais commencer par créer un tableau des éléments que je veux animer, que je vais appeler const elements to animate. Entre crochets donc, et puis entre accolades chaque objet du tableau. Un objet va avoir deux champs, d'abord le selector. Le selector sera tout simplement la classe de l'élément que je veux sélectionner, donc ici main hero title pour le premier. Et la propriété transform que je vais mettre à false pour tous les éléments, sauf pour mes cards, donc sauf pour mes main features. Donc ici, je peux doubler ça plusieurs fois, ici 4 fois. Je change ici description. Ensuite, description mobile. Button. Et pour le quatrième ici, je vais propager un arrêt. Donc là, c'est comme si je vais recréer ici des crochets avec à l'intérieur des accolades de plusieurs objets, mais je les propage, donc c'est comme si j'enlevais ici ça. Donc là, je suis en train de recréer la même chose ici, mais je veux créer quoi exactement? Je veux propager donc un arrêt from document. Je sélectionne directement dans le document mes objets main feature avec query selector all, et je vais mapper pour chaque feature et l'ajouter comme ceci, avec element feature et transform à true, comme ceci. Et maintenant, j'ai bien mon tableau de tous les éléments que je souhaite animer. Maintenant, je vais faire ma fonction qui va animer un élément. Donc, je vais l'appeler animate element. Elle va prendre en paramètre un élément. Elle va prendre un délai qui sera par défaut à 0. Et elle va prendre un transform qui sera par défaut à false. Ensuite, je vais faire un timeout à l'intérieur avec la fonction setTimeout et je vais déclencher une fonction au bout de ce timeout là en fonction du délai. Donc je lui passe ici le délai à mon timeout et ici, qu'est-ce que je veux faire au bout du délai?
je vais prendre l'élément passé en paramètre, je lui ajoute dans son style une opacité à 1, comme ceci. Et si jamais il a la propriété transform, donc si jamais c'est une de mes main features, je vais ajouter à ces styles transform, je vais changer le transform actuel que j'avais mis à translate y20 pixels, je vais le changer à 0 pour les remonter, comme ceci. Et maintenant, je vais itérer sur mon tableau d'éléments ici, donc elements to animate. Donc je fais elements to animate.forEach, et ici je récupère l'item et je récupère l'index également, que je vais utiliser pour lui donner le délai. Tu vas voir comment. Donc ici, j'ouvre des crochets, je fais const element pour récupérer l'élément. Soit c'est item.element, donc là c'est dans ce cas-là, s'il y a directement l'élément, je l'ai déjà sélectionné avec le sélecteur, ou alors je dois aller le récupérer sur le document. Donc je fais document.querySelector et je récupère ici avec item.selector. Et là je suis sûr d'avoir mon élément. Je vérifie, si jamais j'ai mon élément, qu'est-ce que je veux faire? Eh bien je veux appeler ma fonction que je viens de créer, animateElement, je vais lui passer l'élément, je vais lui passer ici index x 2, c'est ça qui va me permettre ici d'avoir un délai différent pour chaque élément, et on va avoir vraiment cette impression de chaque élément qui pop-up les uns après les autres. Et enfin, je lui passe item.transform. Alors ici, juste mal orthographié transform, donc je rajoute ici le S, et là, si je regarde le résultat, si je recharge la page, ici j'ai fait index x 2, je vais lui faire plutôt x 200, puisque on veut quand même attendre 200 millisecondes, là c'était très rapide, et là si je recharge la page, j'ai bien ce petit effet comme ça, avec chaque élément qui apparaît. D'abord ici le titre, puis le sous-titre ici, puis le bouton, et puis ensuite chacune des features. Et si je regarde bien ici, j'ai aussi mes features qui pop comme ça de bas en haut, parce que j'ai fait un translate Y, et je les ai descendus un petit peu, de 20 pixels, et ensuite je le remets à 0 pixels juste là. Et voilà, on a fini ce tutoriel. Dans le prochain tutoriel, je vais transformer cette maquette en Next.js en front-end, et progressivement dans les parties du tutoriel, on rajoutera l'authentification, puis un back-end, et on créera cette application entièrement. À bientôt.